Bienvenue au Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, mort de Kirk. L'ultra-gauche veut la guerre civile ? Et en seconde partie, les médias du système ont-ils tous les droits ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un essayiste, analyste et conférencier très en vue. Passé par Normal Sup, il obtient non pas un, mais 3 doctorats en neurosciences cognitives, en relations internationales et en littérature. Il a écrit plusieurs best-sellers dont Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, L'âge de la connaissance, traité d'écologie positive, et enfin, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines. Ces prises de position font grand bruit et déplaisent aux médias du système. Il sera un acteur majeur du mouvement anti-pass et soutiendra le professeur Raoult. En 2022, il appelle à faire barrage à Macron. Il n'a pas peur d'inviter sur sa chaîne des personnalités boycottées comme Xavier Moreau. Mais le mainstream, il n'en a que faire, car c'est une véritable bombe virale sur YouTube avec 1 220 000 abonnés. Cette star du streaming tyrannisée par la justice est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Idriss Aberkan. Bonjour Idriss, soyez bienvenue avec... Quel plaisir de retrouver Idriss Aberkan qui nous avait déjà à maintes reprises fait l'honneur d'accepter notre invitation. On est ravis de vous retrouver, vous aussi apparemment, le public aussi, on peut l'applaudir d'ailleurs bien fort. Toujours très nombreux pour venir vous voir, il y a beaucoup de gens qui se précipitent pour nous envoyer des mails quand ils savent que vous venez. Comment vous expliquez cette popularité, Idriss Aberkan ? En fait, elle devrait même pas exister dans le sens où tout le monde devrait avoir le droit de parler librement. Mais aujourd'hui, pour parler librement, il faut payer un prix fort. On en a parlé un peu dans l'introduction. Toutes les personnes qui sont ici ont la médaille des attaques des médias du système. Greg Tabibian, Amélie Ismaili, Béatrice Rosen, Didier... Eh ben voilà, vous les avez présentés, donc j'ai plus rien à faire. Le comble, c'est qu'on ne devrait pas être exceptionnel, puisque normalement, dans une société libre, on a le droit comme ça de partager son opinion, de commenter l'actualité, de donner son avis. Aujourd'hui, c'est devenu tellement impossible de s'écarter de la doxa et de s'écarter de la pensée unique, qu'en effet, c'est devenu quelque chose de relativement rare. C'est peut-être ça, à mon avis, qui explique le succès de toutes les personnes que vous avez invitées. Allez, on va quand même les représenter une par une parce que c'est la tradition, les sociétaires d'un soir. Alors tout d'abord, évidemment, on est ravis de la retrouver. Elle aussi, elle se fait assez rare. En tout cas, elle a accepté tout de suite de venir quand elle a su qu'on vous recevait. Cher Idriss, c'est Amélie Ismaili. On vous applaudit bien fort. Ça va Amélie Ça va très bien. Vous ne ferraillez pas avec Conspiracy Watch, non en ce moment ? Non, en ce moment. Et je crois qu'ils se sont un petit peu calmés depuis mon dernier article. J'ai plus une seule mention de mon nom, donc c'est intéressant. Bon, en tout cas, voilà, on a ce point commun. On les intéresse beaucoup apparemment. On va lui répondre d'ailleurs. Non, d'ailleurs, ils ne m'ont pas répondu. Ils ont lancé un procès sans me citer. Oui, contre François Asselineau, en disant que j'étais... un obscur blog pétri de fausses informations et que j'ai demandé quelles étaient les fausses informations. J'ai jamais eu de réponse. Donc, En tout cas, moi, j'en ai lancé un contre eux, mais il n'est toujours pas audiencé, comme on dit. Avec nous également Béatrice Rosen. Bonjour Béatrice. Vous aussi, vous les aimez bien, nos fact-checkers Ce soir, on fait carton plein. Je pense que là, c'est leur cauchemar. C'est le plateau cauchemar pour eux, mais ils vont s'en donner à cœur joie, à mon avis. Eh bien, nous aussi, en tout cas. Regardez, ils nous regardent, on va leur dire bonjour. Allez. Coucou les amis. Parce qu'ils sont en train de regarder en bouffant des chips, là. Il faut leur faire un peu de pub, ça marche tellement pas, en tout cas. Oui, et Greg Tabibian est avec nous également. Alors, Greg, ça a fait le buzz aussi, ton opération, l'intelligence artificielle. T'avais marché, ouais. Voilà, t'avais fait quand même fort, là. Pour un truc ouvert sur une chaîne secondaire, je vais sortir la prochaine, là. Avec qui ? Alors j'hésite il y en a plusieurs de prêtes, j'hésite entre Darmanin,
mais il est toujours ministre, donc il n'y a pas trop de modifications à faire. Ou Anne Hidalgo. Ministre de la Justice aussi, quand même, un petit peu. Ouais, mais Hidalgo ou Darmanin. Bon, bah écoute, tu nous diras en tout cas. Et puis le dernier sociétaire ce soir, c'est Didier Maisto, iconique ancien président de Sud Radio. On me dit qu'il se pourrait qu'un jour, peut-être que, je sais pas, à TVL, on voit plus Didier Maisto. Je me trompe ou pas? On verra, hein. J'ai vu votre excellente directrice de la rédaction qui a remplacé... Ah non, c'est notre directrice générale maintenant. Générale. Qu'on peut applaudir bien fort, qui a remplacé... Enfin, personne ne remplace Martial Bill. En tout cas, voilà, c'est Élise qui est aux manettes de TVL. Et en tout cas, je dois dire que, bon voilà, depuis pas mal d'années, on a, avec cette chaîne, avec Martial, avec Élise, avec tous ceux qui la composent, des combats communs pour la liberté d'expression, pour la France, parce que pour nous, c'est pas un gros mot, et pour la France des campagnes, et pas simplement... On évoque aussi Alexis Poulain, ça donne un petit air de Sud Radio bis, non? Enfin, de la grande époque. Hein, de la grande époque, oui, voilà. Pourquoi il y a une autre époque? Non. Je ne sais pas. Il y a une époque qui paraît avec une influenceuse qui s'appelle, je ne sais plus, en tout cas qui n'influence que Sud Radio apparemment. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir tous. Je vous demande s'il vous plaît de mettre des pouces levés, de partager évidemment cette émission et surtout, bien sûr, d'applaudir notre dessinateur Ignace qui tout au long de l'émission va nous faire le portrait. Alors, avant de lancer le premier débat, il y a une tradition, bien sûr, dans cette toute première partie, on va dire en guise d'introduction, on va parler un petit peu de sujets d'actualité. Sébastien Lecornu, il a annoncé lundi soir que les avantages à vie des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé renoncer à la suppression des 2 jours fériés voulus par François Bayrou. Qu'est-ce que vous pensez tous de ces nouvelles annonces, à commencer par Idriss? Beaucoup d'analystes ici l'avaient prédit, à commencer donc par Pierre-Yves Rougeron qui est déjà venu dans cette émission, mais aussi Greg Tabibian. Donc on rappelle, ils ont alors 45 000 euros d'indemnité après avoir été Premier ministre, garde du corps, secrétaire, voiture de fonction, enfin c'est normal. C'est aussi assez unique, hein, puisque je rappelle que dans les pays scandinaves, les ministres viennent en vélo, qu'en Suisse, les ministres prennent le train comme tout le monde. Pour un bounty acheté avec l'argent public, ils sont... Virés direct. Si quelqu'un a décidé de faire le plein avec du samplon 95 dans le Jutland avec la carte du ministère, c'est terminé. Même s'il rembourse le lendemain, il saute. Non, les Scandinaves plaisantent pas avec ça. Paradis. Voilà. Et dernièrement, on a vu aussi un fait divers qui n'a pas été repris par la presse mainstream. Alors, on va y venir. C'était le ministre russe de la Santé a fait une intervention dans un vol pour le Vietnam, je crois, enfin pour l'Asie du Sud-Est. Donc il a fait les premiers secours, il était en classe éco et on a demandé s'il y avait un médecin. Donc ça prouvait que le ministre volait sur un vol commercial en classe éco. Et quand ils ont demandé donc s'il y avait un médecin à bord, c'est le ministre qui s'est levé et qui a stabilisé le patient. J'aimerais beaucoup voir ça avec Olivier Véran. Il l'aurait fait. Voilà, mais ça, c'est les Russes qui l'ont fait. C'est ça, encore une fois, c'est les Russes. Il y a des informations russes, je pense. Certainement. On est là pour ça, de toute façon. Je rappelle que je suis là pour répliquer la désinformation russe. Donc, oui, c'est assez pathétique de voir que d'un côté, on nous parle de nous serrer la ceinture, on a tous ces avantages pour les ministres et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez tous ici présents là? Démagogique à mort. Déjà, effectivement, les 2 jours fériés. Moi, je trouve que c'est symbolique, mais que c'est pas mal. Moi, je suis pas d'accord. Là, pour le coup... Non, mais les 2 jours fériés, il a raison. Les 2 jours fériés, c'était prévu que ça saute. C'était qu'il avait prévu. Un hameçon pour attraper les gens. Mais surtout, ça met pas le doigt sur le vrai problème. Le problème, c'est pas les indemnités qui vont toucher après et qui cesseront pour beaucoup de toucher quand ils choperont un autre boulot. Le problème, c'est le pantouflage et l'utilisation du secteur public pour passer vendre des informations d'État au secteur privé juste après. Et on a toutes les semaines un exemple différent d'un ancien de la Macronie qui se retrouve dans le secteur privé. C'est ça qu'il faut interdire, pas qu'il touche une retraite. Si, c'est les deux. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est carrément l'inverse. Je pense que ça ne suffit pas. On voit régulièrement des ministres, des élus qui utilisent l'argent pour acheter de la coke ou pour faire des fêtes ou pour préparer, comme Emmanuel Macron faisait des dîners sur le dos de Bercy. Il faisait 2 dîners par soir pour préparer sa campagne et recruter des financiers, etc. Tout ça, c'est scandaleux. Il faut calmer le jeu. J'irai pas jusqu'à dire de voyager en éco. Voilà, il y a parfois, quand on dort pas de la nuit, c'est vrai qu'il faut quand même arriver un peu frais pour surtout dans des voyages diplomatiques, etc. Mais il y a un juste milieu à trouver. Et puis, ils viennent d'augmenter leur salaire, que ce soit les sénateurs, et puis les chaises à 40 000 euros du président du Sénat, etc. C'est plus possible. On a refait le bureau sur ce Bayrou à Pau, je crois. Tout ça, c'est plus possible, il faut couper. Moi, j'irai encore plus loin. Oui, c'est ça, voilà, mais c'est pas le problème de l'indemnité. En fait,
je serais heureux de leur filer 40 000 balles par mois jusqu'à la fin de leur jour. Ah bah, Je serais heureux de le faire si j'avais l'impression qu'ils le méritaient. Voilà. Je serais vraiment ravi de me dire, il n'y a pas de problème, c'est bon, tu peux prendre. On n'est pas à 40 000 euros par mois, on est à beaucoup plus que ça. Je crois que Giscard d'Estaing, on a fait le calcul. 130 millions. 130 millions Non, on n'est pas à 40 000 balles. Hein. C'est combien, Didier 130 millions depuis quand il a quitté sa fonction de président de la République. Voilà, je crois ça a coûté 130 millions. Voilà. En comptant les intérêts et tout. Il faut quand même préciser ce qu'a dit Le Cornu, parce qu'il faut toujours vérifier ce qu'ils disent. Ils disent exactement. Ah, tu es une fact-checkeuse, toi. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'auront des avantages que sur une période limitée. Sans préciser. Ça veut dire limité dans quel temps. Est-ce que c'est rétroactif ? Ah non. Eh ben non. Ah, bah voilà, c'est-à-dire que si c'est le RN qui arrive au pouvoir... c'est les prochains qui vont... Ouais, Non, mais bien c'est sûr, le c'est RN les prochains qui qui va vont se faire... Non, mais ce qui est fou, c'est pas rétroactif. Ce qui est fou quand même, c'est de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a 600 000 élus en France. Ouais. 600 000 élus. Il y a on parle toujours du millefeuille administratif. Moi, depuis que je suis gamin, j'entends il faut supprimer un étage du millefeuille administratif. Ils en rajoutent. Et puis quand on vit dans des communes, tout le monde vit dans une commune, il y a les communautés de communes, l'intercommunalité, les métropoles, on n'y comprend plus rien, etc. Il y a des milliers d'organismes qui lèvent l'impôt. Il y en a 1200 en France, plus les autorités administratives indépendantes, les comités Théodule, etc. Tout ça, ça fait plusieurs milliards par an. Il y a des hauts conseils qui se réunissent, qui ne se sont même jamais réunis, qui ont une existence. C'est-à-dire les gens perçoivent des émoluments. C'est en gros 9 000 euros quand même, hein, avec des mandats de 5 à 7 ans. Ils ne se sont même jamais réunis. Hein. Bon. Il y a tout ça. Moi, je suis assez drastique aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas que la classe politique soit professionnelle. Je pense qu'il faut donner un petit peu de son temps, avoir un métier. On me dit, c'est pas possible. Il y a des millions de gens qui font ça. Pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour les clubs de sport, pour la philatélie, pour le judo, pour le foot, pour le rugby, qui donnent du temps sur leur propre activité et qui font ça gratuitement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, voilà, ça a quand même bonne vertu de faire peut-être... C'est tellement grossier. Quelques mentalités. C'est grossier. Je pense surtout que c'est un bon moyen de dire on va limiter sur une période et puis peut-être dans 3, 4, 5, 6 mois, on va passer un décret à 4 heures du matin on va les remettre. Et voilà, exactement. Ils limitent pour les prochains qui, une fois qu'ils arriveront, voteront une loi pour annuler le truc du mec d'avant. La Macronie a fait ça plusieurs fois, en fait. Donc, moi, j'y crois pas. Mais pareil, les 2 jours fériés, on n'y croyait pas de base. On savait très bien que ça allait être un piège. Même France Info a dit que c'était un piège. Alors, pour dire si même France Info le dit, c'est que fallait vraiment... Ils font même des élections qu'ils ne respectent pas. Non, alors, mais c'est exactement ça. Donc, moi, j'y crois pas du tout. Et puis, je pense que c'est juste un moyen pour essayer de calmer les choses. Mais ça calmera rien du tout. Bon, en tout cas, on a appris aussi qu'LFI allait déposer une nouvelle motion destitution contre Emmanuel Macron. Ce sera le 23 septembre prochain. Idriss Aberkane, d'abord, est-ce que c'est crédible d'après vous ? Est-ce que tous les partis politiques de tous bords devraient s'entendre pour la voter ? Là, c'est vrai que LFI, leur énorme problème, ça a été leur comportement. C'est Asselineau qui veut aussi. Oui, mais il faut destituer Macron, ça c'est certain. Maintenant, ils font tout pour que ça ne se produise pas. Ce genre de motion, par exemple, si on veut obtenir une motion de destitution contre Macron, on serre la main du RN au minimum, quoi. Je veux dire, c'est pas des députés RN dont ils ont refusé de serrer la main, c'était des élus du peuple. Dans une démocratie, on peut être pas d'accord avec la personne en face, il n'y a pas de problème, mais au minimum, on reconnaît quand elle est élue et on lui serre la main. À cause de ça, je ne dis pas que c'est que à cause de ça, bien sûr, que le RN va refuser de voter cette motion, ou en tout cas que la confiance ne règne pas. Mais ça ne se fait pas comme ça, une destitution. Je veux dire, quand on veut tirer sur le roi, on ne doit pas se rater. Et là, ils font tout pour rater. On a l'impression qu'ils tirent en l'air, en fait. Ils ne se sont pas organisés pour faire une vraie destitution. Ensuite, de toute façon, au Sénat, ça ne passerait pas. Ensuite, le Conseil constitutionnel est complètement macroniste. Donc, pour l'instant, c'est cosmétique. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. Mais je le déplore, parce qu'on a... Merci. On a ce courageux ingénieur là, qui a fait le tour de France avec sa banderole destitution, donc qui est pilote, et qui a fait voler une banderole destitution, la gendarmerie l'a poursuivi, etc. Bon, il faut destituer Macron, on le voit bien. Je veux dire, de toute façon, quelqu'un qui a besoin de 7 premiers ministres en 2 mandats, mais le type, c'est brico-dépôt, c'est une boîte à fusibles, c'est pas sérieux. Donc, bon, mais c'est ce qu'on voit. Je veux dire, normalement, qu'il en suffirait d'un en 2 mandales. Voilà, merci. Oh, joli. Mais peut-on...
Bonne Voilà, réponse. ça va de encore Bernard être Mabille. interprété comme un appel à la violence. Mais vraiment, bon, un type qui a besoin de 7 fusibles, on voit bien que c'est lui le problème. On peut tourner ça dans tous les sens qu'on veut. Quand on a besoin de 7 premiers ministres pour continuer à être un tout petit peu toléré par le peuple, c'est qu'on a un problème en face. On a des chefs d'État comme Bukele qui tournent à 82% d'opinion favorable. Il a eu un pic même à 89%. Macron, il est à 19% max. 17 là, je crois. Voilà, 17 maintenant, et je crois qu'il a eu un plus bas à 12. Mais 12. surtout, il y a 71% des gens qui disent... Disent quoi, contre, qu'il faut le virer. Ça, le sondage dit qu'ils ne le supportent Qui ne le supporte plus. Donc la destitution, c'est évident. Je veux dire, la destitution, c'est évident. Mais aujourd'hui, on a une droite et une gauche, le RN et LFI, qui sont incapables de travailler ensemble pour des conneries. Ils te disent, ah oui, le RN, il y a eu d'anciens nazis dedans. Ben, j'aimerais bien qu'on m'explique pour l'Union européenne, du coup, qui a littéralement été fondée par d'anciens nazis. Ça les gêne pas. Marion Aubry, ça la gêne pas. Manon Aubry, ça la gêne pas de faire des câlins à tous les représentants de la Commission européenne qu'elle peut croiser. Alors que là, pour le coup, c'est de vrais anciens nazis, au passage de la famille von der Leyen. J'aurais aimé que Manon Aubry se renseignait un tout petit peu sur son passif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle aime pas qu'on lui dise ça. Elle aime bloque pas. les gens quand Ouais, elle bloque les gens quand on dit ça. c'est fou, ça, hein. Donc voilà, c'est du théâtre pour conclure. Et il faut une destitution, mais ils font tout pour qu'elle ait pas lieu. Bien sûr. Mais Béatrice Rosen. Et très rapidement, si vous voulez tous réagir sur je suis ça. totalement d'accord. On est face à une pièce de théâtre où même au Parlement européen, là, Manon Aubry a annoncé proposer encore une motion de censure contre Ursula von der Leyen, alors qu'ils n'ont pas voté la précédente et qu'elle lui a fait un câlin quand elle a été réélue. Donc à un moment donné, ils font des choses, c'est des choses d'affichage pour faire semblant qu'ils veulent destituer ou qu'ils veulent dissoudre ou qu'ils veulent... et en fait, ils savent très bien que ça passera pas, mais voilà, c'est de la com. En fait, c'est des URP. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des partis politiques fantoches qui font de la com, qui s'ajoutent à la com gouvernementale. Donc on est dans un monde que de com et de pièces de théâtre et ça devient insupportable pour tout le monde, en fait. Ça, Béatrice l'avait parfaitement prédit. Elle avait parlé de l'ère tout influenceur, quand Macron avait reçu McFly et Carlito. Et tout le pronostic qu'elle avait fait a été vérifié dans les 2 années suivantes, point par point. Parce qu'en fait, comme disait même pour le journalisme, je crois que c'est Orwell qui disait ça, le journalisme, c'est écrire quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir écrit. Tout le reste, c'est des relations publiques. Aujourd'hui, il faut qu'on m'explique où sont les journalistes en France, à part ici. Et il faut qu'on m'explique en effet où sont les politiques, à part des influenceurs qui reçoivent des influenceurs et qui se comportent comme des influenceurs, mais qui ne font pas de politique. Voir le TikTok de Gabriel Attal, c'est terrifiant. Ouais. Et ils sont sponsorisés comme des influenceurs, malheureusement. En parlant d'influence, je ne sais pas si vous avez vu, parce que là, la dernière émission de Bistro Liberté, elle a fait jaser sur les réseaux sociaux en moins de 12 heures après la première. Il va leur dire pire ce soir. Il y a eu plus de 10 millions de vues d'extraits de Pierre Ménès, vous savez, suite à ses déclarations sur l'équipe de France. Ça vous avait surpris, pas surpris, que ça fasse autant le buzz, comme on dit? Après, voilà, on parlait de l'influenceur, c'est-à-dire que maintenant, on a un recadrage, boum, le truc sort, c'est pour ou contre. Mais il n'y a plus de médias, du coup, forts. C'est-à-dire que tous les médias, il suffit qu'il y ait un extrait fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les médias alternatifs, ont tendance avec mépris à dire les petits médias. Finalement, on voit qu'un, entre guillemets, petit média alternatif comme TVL, il peut faire autant, si ce n'est beaucoup plus, parler que. De toute façon, quand on voit les TF1, scores, exactement, quand on voit les scores aussi bien des médias milliardaires à Paris que des médias subventionnés, on ne comprend pas. Là, vous parliez tout à l'heure des déconspis qui ont eu tort sur absolument tout et qui ne se sont jamais excusés. Ils font 3000 d'audience, ces mecs-là. Ils touchent de l'argent public pour ramener 3000 vues sur YouTube. C'est là que Béatrice Rosen avait parfaitement analysé ça aussi. La chaîne YouTube de François Bayrou, Premier ministre. Non mais sérieux, Bayrou, podcast, ça faisait même pas 7000 vues le machin. On m'a pas laissé ma chance. Voilà, mais c'est pas sérieux. Les 3/4 de ses abonnés, c'est moi qui lui ai envoyé. J'ai dit aux gens, allez vous abonner en masse, on va se marrer. Bon, allez, avant de lancer le premier sujet... Est-ce que tu sais qu'on est 4 fois ici, l'effectif de Conspiracy Watch? Ah oui, parce qu'ils sont 2 quand même. Ouais, bah oui. L'Observateur, ils sont 2,5. Ils sont 7 salariés. Ah mais fallait pas dire. Elle connaît les fonds, elle sait comment, où cet argent finit. Il a dit dans sa vidéo de crowdfunding qu'un épisode d'une vidéo de Conspiracy Watch, ça coûtait combien? Il avait dit 7 000 ou 17 000, je sais plus. Non mais...
avaient... Il manque un zéro. Il faut parler Ils budget. touchent 30 000 € par mois juste pour cette émission. Oui, juste pour cette émission. Puisqu'en fait, les déconspirateurs, c'est la subvention publique qu'ils touchent pour la DILCRA. Et c'est spécifiquement pour l'émission des déconspirateurs. Donc déjà, ils touchent 30 000 € par mois juste pour cette émission, qui fait à peu près 4 000 vues. Et j'allais rajouter que dans la moitié des 4 000 vues, c'est des gens comme moi qui viennent voir se marrer pour raconter pour entendre les qui disent, quoi, tu vois. Donc non, c'est une catastrophe. Mais après, par contre, sur les médias... Et on rappelle que le budget de Conspiracy Watch est à 50%. Alors, c'est 50% de fonds publics, mais c'est un peu plus que ça en réalité, puisqu'il touche après du mémorial de la Shoah, qui lui-même touche de l'argent public aussi. Donc, on ne sait pas en quelle proportion, mais je sais qu'aux dernières discussions, enfin, la dernière audition au Sénat, pour la commission d'enquête sur le fonds Marianne, il touchait environ 250 000 € à peu près par an. 220 000. Et certaines ont augmenté, donc c'est un peu... Bah oui, ma bonne dame, mais il y a de plus en plus de tweets d'Amélie Smaili aussi. Voilà, c'est ça, il faut bien contrecarrer, il faut bien avoir une équipe juridique. Ils m'ont plus cité, ils m'ont cité 2-3 fois. Non, mais ils ont très peur d'elle. You watch, you rinse. Oh. Ah bah Amélie s'est fait une spécialité justement. Non, mais ils sont terrifiés par débunker les fact-checkers. Absolument. Elle fait du rechecking. Je pense qu'ils sont terrifiés par le plateau en entier, à mon avis. Plutôt. Oui, mais ils n'ont pas osé citer. Parce que Greg aussi leur a envoyé. Grâce à Eric aussi qui avait partagé le truc. Bien fait les choses. Le petit, un travail collectif, un travail d'équipe. Vidéo, parce que pour citer le contexte, c'est Rodi Rachad qui disait dans la commission qui touchait, qu'il avait touché 220 000 € d'argent public. Sauf que moi, je vais sur la page des dons de Conspiracy Watch, il y a marqué vous devez nous aider. Nous ne sommes subventionnés par aucun fonds public et tout. Et la petite truc entre les deux virgules a sauté dans la nuit. Ah ouais. Mais manque de peau, on avait screenshoté. Manque de peau, pas de bol. Et après, toujours, il y a Internet Archive, on peut toujours retrouver Internet. Alors les influenceurs, eux, sont pénalisés quand justement ils n'annoncent pas qu'ils sont sponsorisés, mais là, il y a aucune, il s'est rien passé derrière, il y a aucune sanction. Non, aucune. Non, il y a aucune sanction. D'accord, on va reparler sans doute de tout à l'heure au cours. Pas trop, pas trop, mais un petit peu quand même, à l'occasion justement de ces drames qu'on a vécus récemment. Alors j'aimerais juste, avant qu'on lance le premier débat, qu'on parle aussi d'un autre drame dont on n'a vraiment quasiment pas du tout parlé sur les médias mainstream, en tout cas en France. C'était en août dernier à Charlotte, aux États-Unis. Elle s'appelait Irina Zarutska. C'était une réfugiée ukrainienne de 23 ans. Elle a été sauvagement assassinée dans un tramway par un sans-abri multirécidiviste de 34 ans. Un meurtre atroce, longtemps resté sous les radars. Alors, quand je dis qu'elle a été assassinée, elle n'a pas été poignardée, comme les quelques médias l'ont dit. Elle a été égorgée. Ce serait peut-être bien d'employer les mots comme... exact. Enfin, les mots qui correspondent exactement à la réalité. Pourquoi ce crime, il a été si peu repris, selon vous ? Puisque quelques jours après cet assassinat, j'ai été sur Google Actualité. Quand même, aux États-Unis, on en parlait pas mal. En France, il n'y avait que 3 articles qui reprenaient cette info. Comment vous expliquez ça, Idriss Aberkane, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça vous indigne quand même ? Alors, c'est clairement X qui a permis ça. D'ailleurs, tout le monde crédite X. X n'avait pas existé. Ce serait resté un fait divers. Je rappelle que d'ailleurs en France, on insiste sur l'utilisation du terme fait divers. Macron a parlé de fait divers, donc Thomas à Crépol, la petite Lola, etc. Tout ça, c'est des faits divers pour eux. Et vraiment, on sent qu'ils se retiennent très très fort de ne pas dire chien écrasé. Donc il y a vraiment un embargo total. Il faut former la réalité. Aux États-Unis, les médias classiques ont tenté de former la réalité. CNN, ça a été le pire. Donc CNN a titré... Ça, c'est la titraille la plus dégueulasse que j'ai vue. Comment le parcours d'un habitant de Charlotte et d'une réfugiée ukrainienne a culminé en un poignardage. Voilà. Je sais pas, c'est un mélange entre Forrest Gump et une comédie romantique. C'est-à-dire, quasiment, ils se sont rencontrés dans le métro de Charlotte. Ils auraient pu tomber amoureux. C'est un poignardage métaphorique. On a vu la même à Crépol avec la nana qui avait parlé de Roméo et Juliette à la télé. Exactement. Au CNRS, je crois. Ouais. Roméo et Juliette, exactement. Mais c'est à vomir. Oui. Et CNN, on se rappelle très bien. CNN, je rappelle que c'est le groupe Warner. C'est Daffy Duck et Porky Pig au départ. Ils n'auraient pas dû aller plus loin, ces mecs-là. Ils ne sont pas faits pour faire de la presse, de toute évidence. En tout cas, je rappelle que pendant la tentative d'assassinat sur Trump, ils avaient titré « Des bruits entendus au loin, Donald Trump tombé de l'estrade ».
Non, il y a un type qui lui a tiré dessus. C'est ça qui s'est passé. Non, on a entendu des bruits et sous-entendu, Donald Trump a un peu peur, ou il est sénile, ou je sais pas, et il est tombé. Bon. Ils ont titré ça. Et cette capacité à contourner le réel, à retitrer les choses, à vraiment ce qu'on appelle le spin. Les spin doctors, ils sont là pour ça. Par exemple, Legrand qui dit... Oui, on va en parler. Oui, mais là, il faut que je donne cet exemple-là, parce que c'est un exemple de spin. Là, il fait du spin, il ne fait pas du journalisme. Quand il dit « Oui, j'ai pris un café avec 2 socialistes ». Non, moi je suis journaliste en fait. Non, en fait, tu as confessé devant témoins avoir utilisé des moyens publics pour influencer des élections. C'est ça que tu as fait. D'accord ? Tu n'as pas pris un café avec 2 socialistes. Tu as confessé devant témoins influencer des élections. Et ça, c'est un exemple de spin. Donc je ne vais pas parler de l'affaire Legrand-Cohen en général maintenant, mais c'est du spin. C'est-à-dire on tourne, ah non mais j'ai juste pris un café avec 2 socialistes. Ce n'est pas ça. Donc pour Zaroutska, c'est X qui a permis à l'affaire de sortir, vraiment, de prendre de l'ampleur. Malheureusement, elle a révélé tout ce qui n'allait pas aux États-Unis. C'est-à-dire que, même en réalité, il n'y a plus de gauche aux États-Unis, il y a un cadavre de gauche. Ils font pas... La vraie gauche, normalement, elle s'intéresse aux multinationales qui déconnent, elle s'intéresse à Monsanto, elle s'intéresse à Pfizer. En France, on n'en est pas du tout... C'est pareil, parce qu'il faut... C'est passé pour raciste que de dire que ce mec, il l'a tué. Bon. La juge qui l'a libérée, elle savait très bien ce qu'elle faisait. 14 fois. Elle était en conflit d'intérêts. Elle touchait de l'argent d'ONG quand elle le libérait. Et la juge qui l'a libérée n'avait même pas la capacité à exercer la profession d'avocat. Donc et c'est des juges Soros, typiquement. Soros, à un moment donné, il contrôlait 80 procureurs et juges aux États-Unis en finançant leur campagne. Je vais juste conclure là-dessus. Dans Le Parrain, donc tous les cinéphiles voient tout à fait, la scène, ce qui fait que Vito Corleone est puissant, c'est qu'il contrôle des juges. C'est ce qui est dit. On est dans les années 50 dans Le Parrain, 70 quand il est tourné. Et il dit « J'ai besoin, Don Vito, des juges que tu possèdes, que tu traînes dans tes poches comme autant de pièces jaunes. » C'est la réplique. Et dans le film, il en contrôle 3-4. Soros en contrôlait 80 des juges aux États-Unis. 80 ! C'est gravissime. Et ces juges-là, ils vont organiser, en effet, une situation radioactive pour les classes moyennes américaines. Et dès qu'un truc pète, on les accuse de racisme. Béatrice. Je pense qu'en fait, en France, on n'en a pas parlé parce que c'est qui a la double nationalité franco-américaine. C'est 3 narratifs qui s'entrechoquent. C'est-à-dire, il y a le narratif Black Lives Matter, dont on n'a pas été jusqu'au bout en France parce que les fondatrices du mouvement Black Lives Matter ont été prises en flagrant délit d'avoir pris la caisse et de s'être acheté des villas, je ne sais plus où, des villas de stars, avec l'argent qu'avaient donné les gens pour le mouvement Black Lives Matter. Donc il y a ce narratif-là. Ensuite, ils sont très embêtés, les médias français, parce que ça parle de multirécidivisme, qui est un vrai problème français, et le problème du laxisme de la justice, etc. Donc ils veulent pas ouvrir ce can of worms, comme on dit en anglais, ce pot de verre qui vont tous sortir. Et il y a aussi le 3e narratif qui est la guerre en Ukraine. Cette jolie jeune femme, c'est terrible, était une réfugiée de guerre ukrainienne. Et donc tous les petits profils sur X avec les drapeaux ukrainiens qui sont très prompts à venir insulter tout le monde, on les a pas entendus. Ouais. Et donc je pense que ça a mis mal à l'aise tout le monde. Ils ne savaient pas quel angle prendre pour traiter cette affaire. Et voilà, c'est ces 3 narratifs. Et résultat, on n'en parle pas, on met sous le tapis et on avance. C'est ce que Greg explique, c'est la dissonance cognitive. Ah oui. Parce on est censé être la patrie d'accueil et de protection des Ukrainiens, donc l'Occident, donc ça marche pas. Et on les égorge. Et on était plus en sûreté dans un pays. Regarde ce qui se passe en Angleterre. On a un truc, on cautionne ou on cautionne pas le fond de la manif, hein, mais ils sont 3. Allez, les chiffres les estimations les plus élevées tapent à 3 millions. Donc même si tu joues le côté vraiment fact-checker qui nie le truc, tu peux descendre à 1,5 million. Allez, tu divises par 2, c'est vraiment, tu sais, selon la police, selon les manifestants. On t'en parle en France ? On en a parlé. On en a parlé pour dire qu'il y avait une immense... On en a pas mal parlé de cette manifestation, mais ça a été présenté comme une manifestation d'extrême droite. Voilà. Et c'est là où tu vois qu'en Angleterre, ils sont pires qu'en France en matière de désinformation. Je crois que, en tout cas, sur certains sujets, ils y arrivent. Parce qu'en France, on est spécialiste selon la police, selon les manifestants, il y a avec des ratios différents. Mais là, si tu regardes, j'ai regardé quels étaient les chiffres officiels de l'État britannique et du ministère. C'est pas qu'ils disent qu'il y a 3 millions, c'est pas qu'ils disent qu'il y a 1,5 million, c'est que les chiffres officiels, c'est 80 000 personnes. C'est aucun, quoi, voilà, 0, ils sont à des ratios de division par 30. On en est en France, t'oserais pas. Tu vois ce que je veux dire? On se bat encore sur 200 000 selon la police, 120 000 selon les, 260 000 selon les manifestants. T'as pas des trucs délirants comme ça. Et là-bas, si, ils y arrivent. T'as 3 millions de gens dans les rues, ils disent 80 000. Bon, en tout cas, on en parle peu, je suis désolé. Sur cette Didier, très vite. Affaire horrible
D'abord, elle nous a glacé le sang quand on l'a Moi, j'ai vu les images sur X. images, moi, elles m'ont hanté, ces images. Et puis, ça dit aussi quelque chose de notre société, où on voit finalement pas vu, pas pris. Elle s'est vue mourir. Elle s'est vue mourir. Oui. Et puis, tous les gens autour qui étaient dans leur téléphone portable, personne ne dans bougeait. une indifférence totale. C'est aussi un miroir de notre société. Hein. Oui, et puis je pense qu'il y avait aussi le côté impunité, parce qu'il faut quand même rappeler que cet homme, il était multi-condamné, 14 fois. Et en fait, il y a tellement cette ethnicisation, j'ai envie de dire, du meurtre, etc., qu'il y a eu un silence total. Et puis ce qui a été vu, c'est que le New York Times n'a fini par réagir que lorsque X, où il y a eu des comptes influents sur X, qui ont dit le New York Times n'a toujours pas fait un seul papier dessus. Alors qu'ils auraient pu présenter ça, au lieu de présenter ça encore un noir, enfin, on va dire la vision biaisée, tout simplement en disant c'est quand même choquant, on a une personne qui est déséquilibrée, qui est dans la rue, qui a été condamnée 14 fois, qu'est-ce qu'il faisait? C'est une réfugiée ukrainienne. Enfin, il y a quand même plein de choses à dire sur cette horreur qu'a été cette vidéo, et il n'y a rien eu. Et là, ça c'est le pays d'O.J. Simpson aussi, et donc on ne peut plus faire des jugements là-bas. C'est très compliqué de faire des jugements objectifs, parce que soit on est traité de l'un, soit on est traité de l'autre, et c'est très très compliqué. J'ai un petit exemple là-dessus, et après je termine juste, mais par exemple le mouvement Black Lives Matter, les gens le savent peu, parce qu'en France il a été amené qu'après l'élection de Donald Trump, mais il existait avant, et au départ le mouvement Black Lives Matter, ça a été présenté comme de la désinformation russe. Vous pouvez vérifier ça sur Google. Hein. C'est-à-dire, puisque en fait, les Black Lives Matter, au départ, ils étaient contre Hillary Clinton et contre Obama. Donc à ce moment-là, là, c'était de la désinformation russe, c'était dangereux. Et puis après, quand il y a eu l'élection de Trump et que là, il y a eu des protestations suite à la mort de George Floyd, et là, c'est devenu un mouvement tout à fait un mouvement valeureux, etc. Vous pouvez même comparer certains articles de France 24 qui disaient que c'était des méchants, des gens qui racialisent, etc. En 2017. Et puis finalement, ce sont des valeureux qui dénoncent le racisme aux États-Unis en 2020. Donc c'est selon le biais, on n'a pas du tout le même traitement médiatique. Eh bien justement, on va parler de ce traitement médiatique à l'occasion de ce premier débat. On va parler, bien sûr, revenir sur cet assassinat de Charlie Kirk. À tout de suite. Mort de Kirk, l'ultra-gauche veut-elle la guerre civile? La mort de Charlie Kirk annonce-t-elle le début de la guerre civile agitée par l'extrême gauche? Père de famille, conservateur et soutien de Donald Trump, Charlie Kirk était un fervent opposant au wokisme. Il a été assassiné en plein débat public. Depuis, ses adversaires politiques ont redoublé d'ignominie pour justifier le crime. Drame isolé d'une société violente ou symbole du basculement des États-Unis vers la guerre civile? De quoi la mort de Charlie Kirk est-elle le nom? Voilà, donc sujet éminemment sensible dont on va parler et qui ne fait pas forcément aujourd'hui toutes les unes des chaînes info, alors que quand il s'agit d'Ukraine, là on en parle tous les soirs. Est-ce que l'assassinat de Charlie Kirk dit quand même plus de choses que stricto sensu un assassinat? Est-ce que ça signe, selon vous, alors le profil évidemment du tueur est encore, il faut prendre avec beaucoup de conditionnels son environnement, sa famille, mais en tout cas, est-ce qu'il signe cet assassinat l'entrée de l'extrême gauche américaine dans la violence politique assumée d'après vous, Idriss Aberkane? La polarisation de la politique aux États-Unis, c'est pas nouveau, puisque depuis bien sûr la guerre de sécession, on a toujours eu des violences très importantes, l'assassinat d'Abraham Lincoln, etc. Mais c'est vrai que depuis Ronald Reagan, on avait eu quand même un certain repos, quoi. La politique américaine n'était pas aussi polarisée, n'était pas aussi violente. Maintenant, il y a vraiment la possibilité, la banalisation en fait, de parler de l'assassinat de quelqu'un. Déjà sur les réseaux, on dit ça serait super si telle ou telle personne mourait. Des comptes sur X francophones aussi l'ont dit, sans problème. Ce serait génial quand il y en a un qui a sorti avec des listes, des listes. Puis quand Musk et Trump mourront, ce sera une masterclass. Enfin, c'est devenu easy. Sauf que je rappelle que d'autres bords politiques font ça, c'est du ferme. C'est de la correctionnelle, c'est du ferme. Il y a quand même un type. Il faut rappeler que la liberté d'expression, parce que j'ai souvent
entendu, mais c'est la liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, c'est pas de faire l'apologie d'un crime ou d'appeler à en faire d'autres. Hein. L'appel au meurtre, l'appel à commettre un crime, c'est un délit en France. Bon. Donc, mais on voit ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, j'ai vu au Royaume-Uni, qui a fait de la prison parce qu'il avait un t-shirt avec marqué It's okay to be white. Bon, je me suis renseigné, je me suis dit, attendez, peut-être c'est un slogan en fait. Alain Soral, il va en prison parce qu'il a dit quelqu'un était obèse. Je crois qu'il a utilisé le terme grosse lesbienne pour une magistrate. Alors pour ça, on nous loupe pas. Voilà. Bon, mais ce qui pouvait en effet se défendre d'un point de vue objectif. Mais en tout cas, c'est vrai que d'un côté, on voit des appels au meurtre. Objectif, clair, voilà, ça serait bien de tuer machin, ça serait bien quand Bidule sera mort, ça sera super. Et de l'autre, on voit des types qui vont plonger en correctionnel pour le quart du dixième de ça. Donc on a une polarisation d'une part, on a une justice à 2 vitesses d'autre part. Kirk, pour prendre ça rapidement, c'était quelqu'un qui était extrêmement influent auprès des générations Y et Z aux États-Unis. C'était la disputation, les débats, qui débattaient, on l'aimait pas, mais il débattait énormément. Comme beaucoup de gens, il avait une croissance intellectuelle, c'est-à-dire qu'il a changé de position sur beaucoup de sujets, il a inversé sa position même sur certains sujets, notamment le Moyen-Orient. Enfin, sa position était beaucoup plus complexe et nuancée qu'on ne le pensait, et on lui oppose comme d'habitude des shorts. On le présente de rumeurs qui circulent. On présente des shorts de lui hors contexte, puis on dit voilà ce qu'il pensait de façon... Ou inventé parfois, on disait voilà ce qu'il pensait de façon définitive, c'était pas le cas. C'était quelqu'un qui était en croissance intellectuelle. De la même façon qu'on ne chaussera pas la même pointure entre 14 et 17 ans, et ben intellectuellement, on ne chausse pas la même pointure entre 30 et 50 ans, c'est comme ça. Et il était, lui, en train de changer ses opinions. Et il y avait tout un tas de sujets sur lesquels on l'a caricaturé. Quoi qu'il en soit, ça ne peut pas justifier une balle dans la carotide. Je crois qu'on est tous au clair avec ça. Et il y en a beaucoup qui s'en sont réjouis. Et voilà, et beaucoup pourtant s'en réjouissent et le justifient. Béatrice. Alors, plusieurs points. Déjà, c'est un vrai point de bascule, un turning point. Malheureusement, c'était le nom de son organisation aux États-Unis. À mon avis, je pense que les gens ne prennent pas encore la mesure de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Il y a vraiment, moi, j'ai peur qu'il y ait femme de Charlie Kirk, vous n'imaginez pas d'ailleurs. Exactement. C'est absolument le point de départ, à mon avis, d'une période extrêmement sombre, voire extrêmement violente, plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Civile, j'en ai bien peur. Maintenant, j'espère me tromper, j'en ai bien peur. Il faut remarquer quand même qu'en France, les mêmes qui se félicitent, qui se réjouissent ou qui disent qu'il l'a bien cherché, sont les mêmes qui sont contre la peine de mort pour des meurtriers de masse, pour des terroristes et même des meurtriers d'enfants. Donc d'un côté, ils ne veulent pas la peine de mort pour des meurtriers d'enfants, et de l'autre côté, ils veulent la peine de mort parce qu'un type juste n'était pas d'accord avec eux. Inquiétant, on voit qu'on est vraiment dans une décivilisation. Je ne sais plus qui avait, peu importe qui avait fait ce constat, vraiment, parce que vraiment, de se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est de la barbarie, littéralement. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, il y a beaucoup de gens que j'aime pas. Je ne souhaite la mort à personne. Voilà, il faut que ce soit clair. Il n'y a personne que je souhaite voir tuer comme ça devant ses propres petits-enfants, ses propres enfants, publiquement comme ça. Ça a traumatisé toute la population qui était sur place, mais tous ceux qui l'ont vu également. On a vu un assassinat en direct. Voilà, c'est absolument horrible. Et je voudrais préciser que certains, comme Caroline Fourest, ont propagé de la désinformation sur les réseaux sociaux en disant relevé, Béatrice. Que j'avais relevé, que j'avais corrigé la même désinformation, qu'il était homophobe, alors que justement l'extrême droite américaine critiquait, il faut le savoir, Charlie Kirk, parce qu'il le trouvait pas assez radical et pas assez contre l'homosexualité, etc. Il aidait pas assez les blancs, c'est ça que j'avais lu. Ouais. Voilà. Donc l'extrême droite était contre Charlie Kirk et ne le trouvait pas assez radical. Donc à un moment donné, il y a eu beaucoup de désinformation. C'est aussi quelqu'un qui expliquait lors des débats que pour lui, il ne croyait pas dans le concept de race, que la génétique montrait que on était tous, on avait, que l'ADN, etc. Enfin bref, les gens peuvent aller voir, se renseigner, plutôt que de croire la désinformation qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est absolument. Vous pensez que cet assassinat, ça peut devenir un modèle justement pour d'autres militants, selon moi, d'extrême gauche, parce que c'est plutôt l'extrême gauche là qui est. Je voudrais juste dire, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Charlie Kirk disait, vraiment. Et je pense qu'ici, on est tous, parce que les positions qu'il défendait parfois ne sont pas des positions typiquement qu'on défend en France, mais il faut quand même arriver à tous être d'accord sur le fait qu'assassiner quelqu'un pour des idées, c'est non, qu'en fait. Non. Surtout qu'en plus,
On nous a assez fait le procès. Moi, ce que j'ai dit dans un tweet, c'était que c'était bien la preuve, en tout cas, quelle qu'en soit l'origine, que finalement, l'emploi continu de qualificatifs comme extrême droite, fasciste, ça pouvait aboutir sur des esprits faibles comme ce déchet de l'humanité à un meurtre, quoi. Et c'est ça, là. Et moi, j'allais même jusqu'à dire qu'il y en avait beaucoup qui avaient du sang sur les mains à ce sujet, en employant ces termes continuellement d'extrême droite ou de fasciste. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner pour aujourd'hui bien employer les mots qui vont, à savoir que c'est, selon moi, selon vous peut-être, l'idéologie d'extrême gauche qui favorise cette violence, Didier. D'abord, j'étais, pareil, extrêmement choqué par le fait qu'on discute de l'opportunité de laisser en vie quelqu'un ou pas. Ce qu'a fait Madame Loiseau. Il ne méritait pas de mourir. La nouvelle démiurge, Madame Loiseau, qui décide de la vie ou de la mort des gens qui ne partagent pas ses idées. Contester un hommage au Parlement européen. Voilà, alors qui contestait un hommage. Bon, peu importe. L'hommage de quelqu'un assassiné, c'était pas un hommage. Je veux dire, de toute façon, peu importe. Hein, on n'a pas à discuter de l'opportunité de ça ou pas de ça. Il n'y a pas de bémol à mettre quand quelqu'un meurt. Même si on ne partageait pas les idées de Jean-Marie Le Pen, c'était la même chose. Je m'étais élevé de la même façon. Le type était en train de mourir. Il y avait des gens qui faisaient la fête à République parce que Le Pen était mort. Enfin, mais on vit dans quel pays, quoi, hein, je veux dire, à un moment, plus on défend, on a le droit de défendre des idées, et même c'est même un devoir de défendre des idées complètement opposées, mais ça ne va pas aller jusqu'au meurtre. C'est la moindre des choses, mais peut-être qu'il faut le rappeler, premièrement. Deuxièmement, et c'est là où je mettrai quand même un bémol par rapport à des gens qui eux-mêmes ont déploré le fait qu'une certaine gauche pouvait tuer, ou en tout cas, bon, comme tu l'as dit, il faut être prudent. Moi, je crois que je ne sais pas si on peut raisonner en plaquant gauche-droite. C'est plutôt des mouvements... Il n'y en a jamais, excusez-moi, là, en assassinat politique, j'aimerais qu'on me cite le dernier. Alors non, mais je vais, c'est très, très important de nuancer. De l'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mouvement d'émancipation des peuples, c'est du nationalisme, du patriotisme, du souverainisme, en fonction du degré où on met le curseur, hein, et aussi de notre propre référent, je dirais. Mais on ne doit pas, à mon sens, déplorer en incriminant d'autres personnes, en disant « oh là là, c'est violent, et je souhaite que ces connards meurent ». Et on ne peut pas, comme j'ai entendu sur un certain nombre de chaînes d'infos, des gens qui viennent se victimiser, c'est aussi leur cadre de gloire, ou arolien, il y a des gens qui ne représentent rien, mais à un moment, oh là là, moi aussi je suis menacé de mort. Il y a vraiment des gens qui sont menacés de mort. Ça nous est arrivé, je pense, autour de cette table, plusieurs fois. Et moi-même, je suis en procès, c'est pas agréable quand ça arrive, quand on a des enfants, une famille, et quand on est doxé, comme on dit aujourd'hui, que notre adresse, nos papiers bancaires, le numéro de notre société, tout ça est produit sur Internet. Venez, voilà, il est là, et qu'on a des photos de tombeaux. On prend ça au sérieux. Hein. Mais il y a la justice pour ça, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas terrible, hein, d'accord. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller incriminer mes adversaires politiques en leur disant Alice Cordier, c'est quand même, bien on peut fait. dire objectivement et unanimement qu'elle est menacée par des gens d'extrême gauche. Mais bien sûr. Beaucoup de commentaires de Bien mecs sûr. sur Twitter qui valident l'assassinat de Charlie Kirk disent Alice Cordier est la prochaine. Vous pensez, ah bah ça c'est gravissime ce que tu es en train de dire, tu penses que ce type de violence pourrait être imité en Europe et en Il France? peut toujours être imité parce que c'est l'acte d'un déséquilibré, c'est pas un acte conscient d'une partie de la gauche qui s'est structurée pour aller buter un mec. On sait Oui, même mais enfin pas bon, d'où vient le il est type. bien La question, elle est. Le problème, elle n'est pas là. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un degré de folie, c'est-à-dire qu'on a perdu les bases. Est-ce qu'on pourrait tous se mettre d'accord? Et la réponse est non, bien évidemment, ce qu'on a vu, sur le fait que cautionner, défendre ou justifier un acte fasciste, ça fait de toi un fasciste. Bien sûr. Oui. Et que l'un des piliers... On peut rajouter des définitions modernes du fascisme pour coller plus à la réalité d'aujourd'hui, parce que tu vois, il y a des gens de droite un peu qui restent à dire « ouais, mais c'est lié, c'est que Mussolini ou Hitler, sinon c'est pas du fascisme ». Non, il faut l'adapter, il faut le moderniser, mais ça enlève pas la base. Tuer des gens pour leurs idées ou cramer leurs bouquins, c'est-à-dire la violence contre l'intellectualisme, c'est précisément une des bases du fascisme. Et je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de streamers qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des dizaines de milliers de commentaires qui disent « c'était bien d'avoir tué cette raclure, c'était un nazi ». Ces gens-là, ils voient une forme de subversion, ils s'encanaillent, ils s'imaginent être transgressifs et subversifs, sauf que... des noms ?
Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Régele Gorilla l'a fait. On a un journaliste de Blast. Voilà, sans aller jusque-là, on a eu cet imbécile d'Antoine Goya qui est allé jusqu'à invoquer Simone Veil pour justifier le truc, alors que c'est précisément exactement l'inverse, puisque... On va pas revenir sur la pensée de Simone Veil, mais sur l'absolu devoir moral, éthique et spirituel de ne pas juger une personne sur les actes les plus mauvais de sa vie. Dieu sait s'il y en avait chez Kirk, mais c'est justement l'inverse qu'il fait lui. Mais la question, elle est pas là, c'est que même les youtubeurs intelligents ou bêtes, mais qui, pour là, ont essayé de pas être totalement crétins, comme le Foualier qui a fait une vidéo pour dire, voilà, bon, le monde est un petit peu meilleur sans Charlie Kirk. Alors, le monde est un petit peu meilleur sans Charlie Kirk, c'est-à-dire débarrassé d'un peu de violence uniquement parce que la réaction des supporters de Charlie Kirk, pour l'instant, c'est des groupes de prière. S'ils avaient fait comme les supporters de George Floyd, le monde serait plus violent aujourd'hui qu'il ne l'était quand Charlie Kirk est vivant. Donc votre théorie tient. Effectivement, le monde est un peu moins violent depuis que Charlie Kirk est parti, uniquement parce que les gens que vous n'aimez pas se tiennent mieux que vous. Mais lui-même, qui tente de faire une vidéo modérée pour dire à son public, se prend 3000, 4000 commentaires de « mais tu baisses ton froc, ce mec méritait de crever, Marine Le Pen la prochaine, Bardella qui suit ». Pourquoi ? Et du coup, juste je termine, on est choqué de ce que les gens disent, mais moi je suis davantage choqué de ce que les gens ne disent pas. Tout à fait. À l'heure actuelle, aujourd'hui, nous n'avons aucun, ni Antoine Léaumont n'en a parlé, ni Jean-Luc Mélenchon n'en a parlé, ni Manuel Bompard n'en a parlé, ni Manon Ambry n'en a parlé. Et je ne les ai pas tous regardés, mais la dizaine de cadres principaux du FI, Guiraud n'en a pas parlé, n'ont eu aucune réaction, alors que ça va faire une semaine. Alors que Bernie Sanders aux États-Unis a fait un Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce qu'ils savent que même s'ils font, comme avait fait le Foualier, à dire « je ne cautionne pas la mort d'assassins politiques », ils vont se prendre 30 000 messages de mecs qui vont leur dire « non, il fallait le buter. Non, il faut tuer les fascistes. » Coldplay, et sont les terrifiés chanteurs, par leur propre électorat. Il y a même Paul McCartney, donc Coldplay, il y a quelques personnes. Mais bien sûr. Hein. Même Jamie Lee Curtis, qui est très gauche, qui est venue et elle a pleuré. Voilà, il faut réconcilier les gens. Il y avait même un influenceur qui débattait avec principal opposant. Ouais. C'était son principal opposant, donc un influenceur démocrate qui s'est mis à pleurer et qui a dit que ceux qui se réjouissaient de sa mort n'étaient pas des gens humains. Enfin, il a dit quelque chose comme ça. C'est très touchant d'ailleurs de voir cette vidéo parce que c'était quelqu'un vraiment complètement opposé à Charlie Kirk, mais juste qui respectait le débat. Et pour moi, c'est vraiment un symptôme de décadence aussi. Est-ce qu'on peut encore tout dire dans les limites de la loi sans crainte pour sa sécurité ? Je parle même, alors là pour le coup, en respectant la loi, mais en allant jusqu'au maximum du curseur de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut encore sans prendre des risques ? D'après vous Non, aujourd'hui, on peut diaboliser n'importe qui. Je rappelle qu'à la... Ah pardon, c'était la question. Non, mais vas-y, Amélie, termine. Non, en fait, je voulais juste terminer, juste rappeler qu'au moment de Charlie Hebdo, c'était aussi un peu lié à ça. Ah là, quand on mettait « Je suis Charlie », ça passait pas. Hein. Non, c'était l'inverse. C'est quand on mettait je cautionne pas l'assassinat de Charlie Hebdo, mais je défends pas Charlie Hebdo. Rien que de dire ça vous faisiez matraquer parce que c'était évidemment un assassinat horrible. Et pourtant, il y en avait qui disaient oui, mais les caricatures, c'était une offense, etc. En fait, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est soit, en fait, on accepte le débat, quelles que soient les positions d'une personne. En fait, personne ne mérite de mourir pour des idées. Qu'est-ce que c'est que cette société ? En fait, pour moi, c'est la décadence. Il y a une chose que, par rapport, juste... J'aimerais que Idriss réagisse juste avant. En complément, pour rester sur le sujet, très brièvement, par rapport à ce qu'a dit Béatrice, il ne faut pas plaquer non plus les choses, parce que quelque part, si on s'élève en faisant un parallèle un peu osé par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, je veux dire, Kirk, c'est typiquement l'américain, le républicain de droite, qui est pour les armes, qui est anti-avortement. Nous, ça nous choque. Moi, quand il me dit, alors peu importe, moi je suis pour l'avortement, par exemple, et sans trop de limites, parce que je trouve que c'est un combat, alors bien sûr, on dit de confort, etc. Ça, je suis contre la GPA, tous ces trucs-là. Mais on accouche, on fait jamais un avortement en France de gaieté de cœur, hein, en général, pas trop quand même. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Béatrice est dubitative. Non, attends, juste quand il dit, par exemple, quand une femme se fait violer, il faut qu'elle garde son enfant au nom de... ça, en France, ça passe pas. Ce que je veux dire par là, peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que plaquer notre propre grille de lecture et d'analyse sur l'américain moyen ou sur le républicain tel qu'il est devenu aujourd'hui, et je crois que c'était ici que j'avais dit qu'au moment de l'élection de Trump,
qu'une une nouvelle guerre de sécession serait possible. Et beaucoup de gens rigolaient à l'époque. Aujourd'hui, on en est là. Il faut voir à quel point la société américaine, nous, à côté, on est des enfants de cœur. On a en gros 4 blocs en France d'égale valeur à peu près. Aux États-Unis, c'est 2 blocs d'un antagonisme absolu. Hein. C'est la haine profonde, il faut voir ça. Idriss ? Le fait que Bernie Sanders ait pu, donc le Mélenchon américain, l'extrême gauche américaine, le fait que Bernie Sanders ait pu faire l'éloge de Kirk en disant que j'étais pas d'accord avec lui, j'étais même à l'opposé complet et je l'affrontais sur le champ des idées, mais je suis évidemment contre son assassinat politique parce que c'est un assassinat politique. Le fait que LFI en France n'ait pas pu faire ça, ça montre en fait leur absence de leadership. Même pas en parler. Voilà. Leur électoral est terroriste. Voilà, et c'est exactement ce que dit Greg, c'est que leur électoral est terroriste. Or, normalement, un leader politique, il est capable de dire à son électorat, désolé, vous m'avez élu comme leader, je vais vous guider, je vais vous leader. Par exemple, Jaurès était capable de dire à la gauche française des choses qu'elle n'avait pas envie d'entendre. Typiquement, Lincoln était capable de dire aux anti-esclavagistes, aux abolitionnistes américains, Lincoln était capable de leur dire « Attendez, il faut être plus modéré que ça, il faut transiger ». On se souvient d'un grand débat entre Lincoln et Thaddeus Stevens, qui est un débat d'anthologie où Thaddeus Stevens était pour, à la fin de la guerre de sécession, puisqu'on en parle, il était pour la confiscation de tous les biens des planteurs sudistes. Tout, les maisons, tout, on les mettait enchaînés, etc. Il voulait vraiment un truc radical. Lincoln a dit, si vous faites ça, il y aura une deuxième guerre civile, on ne peut pas faire ça. Et Thaddeus Stevens lui avait dit, attention, il faut réveiller le compas moral qui s'est ossifié dans la population américaine. Lincoln lui avait dit, un compas, mon cher Stevens, une boussole. Moi, je sais ce que c'est qu'une boussole, j'ai été arpenteur. Lincoln avait fait plein de petits métiers, bûcheron, arpenteur, lutteur, 300 victoires, une défaite en lutte. Et donc, il avait fait plein de petits métiers. Il dit, une boussole, c'est super, ça vous indique le nord, mais ça ne vous dit pas s'il y a un marais, s'il y a une falaise, s'il y a une chute d'eau. En politique, à quoi ça vous sert une boussole si vous foncez tout droit dans le marais et que vous y restez empêtré pendant 100 ans? Donc, Lincoln savait dire à son propre camp des choses qu'il n'avait pas envie d'entendre pour faire avancer son agenda politique qui était en effet l'égalité, plus tard peut-être le droit de vote pour les Noirs. Lincoln ne verra pas, mais à l'époque c'était inacceptable évidemment pour son opposition. Un vrai leader politique, c'est ça. Sanders, il a été capable de faire ça. Il faut le reconnaître, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a pu faire ça. J'ai vu aucun leader politique à LFI qui a été capable de faire ça. Vous parliez tout à l'heure d'assassinat politique. Quand un assassin vient ou pourrait venir de l'extrême gauche, est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même dingue? J'ai l'impression que les médias cherchent toujours à minimiser le mobile idéologique. Mais là, on ne le connaît pas. Là, c'est vraiment le bordel. On ne le connaît pas encore. Oui. Parce que c'est... Non, vraiment, c'est un... Parce qu'il a des grands-parents qui étaient... Parce qu'il a des familles mormones. Il a des complices encore. Oui, pour l'instant, c'est pas... Là, pour le concernant, mais on n'a pas besoin de savoir. Le mec, fut-il un membre du KKK, oui. Ça n'empêche pas que de voir des millions de gens de gauche se réjouir de ça n'en demeure pas moins moralement inacceptable. Un point pour Il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, excusez-moi, sur le... Moi, je suis tireur sportif. Ça m'a un peu choqué de voir un type tirer à 200 mètres avec une précision telle dans la jugulaire. Alors, je ne dis pas qu'il y a un complot, mais ça me semble... La thèse du type isolé... Mais non, il tire avec son père depuis qu'il a 5 ans. Oui, d'accord, mais enfin... c'est plus compliqué que ça. C'est compliqué quand même. Apparemment, en fait, il y a même un ami qui lui a dit « je ne l'ai jamais vu tirer ». Et au-delà de ça, en effet, c'est même pas tant le problème d'avoir fait ce carton carotide jugulaire à 200 mètres, c'est qu'il ne s'est pas fait prendre, il s'est exfiltré de façon très professionnelle. Oui, en plus, il a démonté son fusil et après il l'aurait remonté. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Mais concernant là, l'idée, en fait... Moi, j'aimerais... Attendez, mais j'aimerais, parce que, excuse-moi Greg, autant on n'est pas certain, en effet, du mobile idéologique qui a pu le motiver. En revanche, là, on s'active à montrer justement qu'il faut mettre en avant sa famille qui était pro-Trump. Ah mais bien sûr. C'est une façon limite de faire de l'inversion accusatoire. Bientôt, ça va être un pro-Trump qui a buté. Dès que les gauchistes ont vu qu'il y avait marqué Bella Ciao sur les balles, ils ont dit oui. Et du coup, son père est un républicain pro-armes, donc c'est le patriarcat blanc qui a généré pour l'assassin de Trump. Enfin, celui qui avait tenté d'assassiner Trump, ils avaient dit exactement la même chose de lui. Mais aujourd'hui, on a le poisson pour à la fin plus savoir. Aujourd'hui, on a un effet de mettre une cible sur le front des gens, et d'ailleurs, on voit l'inversion accusatoire, puisque ce sont il a bien cherché fasciste. Beaucoup de personnes. Voilà. Il y avait quand même sur. Tu as beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous avez beaucoup de personnes sur les réseaux qui disent vous nous mettez une cible sur le dos, vous nous mettez une cible sur le front. Ils sont très nombreux à dire ça, par exemple sur X. Or eux le font. Par exemple, dans le cas de Irina Zalutska, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle que De Carlos de Juan Brand, donc son assassin, dit elle m'a traité de nègre. C'est faux, il n'a pas dit ça, mais il est schizophrène, le mec. Il est schizophrène. Donc peut-être qu'il a entendu ça, peut-être que c'est des voix dans sa tête. Je ne cherche pas à le défendre. Cependant, aux États-Unis, il y a des ONG qui vont sur les campus et qui disent tous les blancs sont racistes. Voilà, point. Ils font des conférences sur les campus, ils disent tous les blancs sont racistes, c'est votre couleur de peau qui vous rend raciste, on ne peut pas aller au-delà de ça.
C'est ça qui crée ces tensions, en fait. Et dans le cas de Charlie Kirk, on a vu dernièrement que c'était en un claquement de doigts qu'on pouvait rendre quelqu'un abject. Exemple, Paul Watson. J'allais dire. Paul Watson à l'Humanité, les gens se sont quasiment entretués, c'était la foire d'empoigne, à hurler « Paul Watson n'est pas notre camarade » parce qu'il y a eu un article de Reporter, un journal... Il a parlé à Brigitte Bardot. Et il a parlé à Brigitte Bardot, voilà. Bon, Brigitte Bardot, en effet, figure de droite, mais en effet aussi animaliste. Alors on fait quoi ? Bon, est-ce que la cause animale, elle est de droite ou de gauche ? Absolument pas. Bon. Eh ben, ils ont réussi à diaboliser Paul Watson. Bon, le type, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un gars qui a mouillé le maillot, qui a pris des risques. Le gars, il est persona non grata au Japon. Il a sauvé les baleines, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pas de problème. Les bébés phoques aussi, c'était son truc. Mais là, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, ils arrivent à dire « Ah ben non, c'est un fasciste ». C'est un fasciste. Donc on peut fasciser n'importe qui, on peut aujourd'hui mettre un point rouge sur le front de n'importe qui, tout comme d'ailleurs, on l'a vu, avec des gens qui sont des néo-nazis, dans certains pays de l'Est de l'Europe, on peut leur faire une standing ovation au Canada. Donc on a atteint un niveau où, sans les médias alternatifs, mais sans X, sans TV Liberté, sans les médias alternatifs, on aurait aujourd'hui un boulevard pour faire une standing ovation à un ancien nazi criminel de guerre au Canada, et en même temps prendre des gens qui sont des héros, typiquement comme Didier Raoult, et en faire des ennemis publics numéro 1. Est-ce que d'après vous, l'Amérique est en train de revivre une séquence un peu comme l'époque des années 60, marquée par des assassinats politiques ? Vous pensez que ça peut être le début d'une série ? Béatrice ? Je pense que c'est même pire que ça. Je pense que les gens vont s'affronter. Là, il y a les gens au sein des entreprises. Vraiment la guerre écoutez, franchement, là, au sein des entreprises, donc il y a des licenciements. Donc il y a des alors, licenciements là aussi, des gens. Alors là aussi, il y a eu de la désinformation en France, etc. BFM TV, critiqué que voilà, ils ont été licenciés. Maître Aulas, son tweet horrible. 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 Pelletier, il s'appelle. Je ne sais pas prendre son pseudo, il faut qu'il assume. Il y a eu de la désinformation en France, mais effectivement, il y a eu des licenciements pour les gens qui se sont réjouis et qui ont appelé à tuer d'autres personnalités connues. Mais ce dont ils ne parlent pas, par exemple le cas d'une journaliste sur une chaîne locale qui a rendu un hommage à Charlie Kirk, à partisan, juste parce que c'était son ancien boss et qu'elle était touchée personnellement, elle a été suspendue. D'accord ? Là, personne n'en parle et cette femme a eu vraiment une intégrité énorme parce qu'elle a du coup démissionné. Elle a dit ce job ne correspond pas à mes valeurs si on me suspend pour avoir rendu hommage à un homme assassiné que je connaissais et que j'aimais. Donc elle a démissionné. Mais ça, vous n'en entendrez parler nulle part dans les médias mainstream français. C'est une honte absolue et donc j'ai peur qu'il y ait la polarisation au sein même des entreprises et qu'il y ait une espèce de chasse aux sorcières des deux côtés, en fait. Ces licenciements aux États-Unis, est-ce que c'est pas non plus un signal positif contre la haine politique, pour le coup ? Oui, mais là... Alors, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un rétrécissement. Certains vont y voir un rétrécissement du premier amendement. Qui peut servir dans l'autre sens. Voilà. Certains, parce que... C'est un appel au meurtre. Et c'est un appel au terrorisme intérieur, en fait. Donc, effectivement... Le premier amendement, il protège de l'État, de la prison. Mais il ne protège pas de votre employeur qui a le droit de vous virer s'il considère que vous... Ça dépend. Non, il y a des jurisprudences aux États-Unis qui sont très claires, où un licenciement pour cause de l'expression d'une opinion peut être perçu comme une atteinte au premier amendement. Alors, il y a débat. Je ne les sais pas par cœur, mais il y a plus d'une 50aine de décisions de case law, donc Smith contre John, qui disent clairement que quand un employeur décide de licencier quelqu'un pour avoir exprimé son opinion, ça peut être l'opinion, c'est un appel. Oui, mais c'est pas comme en France. C'est quelle que soit l'opinion. Oui, c'est ça, en fait. Il commence à filtrer, voilà. Mais c'est la question juste du truc, parce qu'il y a un truc sur lequel j'étais pas... On a un peu abordé le fait que beaucoup de gens aient modifié énormément des propos qu'avait dit Charlie Kirk pour justement le transformer littéralement au-delà de ce qu'il était. C'est-à-dire pas un mec de droite, voire d'extrême droite conservatrice, mais un nazi, un défenseur du sur les homosexuels, ce que disait tout à l'heure. Exactement. Ce qui était faux. Mais en fait, il y a une limite à ce qu'on disait. Quand tu disais personne ne doit mourir pour ses idées, alors, on ne doit pas se réjouir de la mort de quelqu'un pour ses idées. Ah, attention, on va essayer de... Qu'est-ce que tu vas dire ? Je vais repartir sur Simone Veil. La liberté d'expression, quand tu tiens un propos, elle est sacrée. Mais dès l'instant où tu es en campagne, dès l'instant où tu es en meeting, dès l'instant où tu es une personnalité publique, ton propos n'est plus simplement un propos, il est un acte. Donc, il peut tomber sous quelque chose de différent que la liberté d'expression de droit commun. Et effectivement, il y a un contre-argument à cette liberté d'expression absolue, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a quand même pas le droit de danser sur la tombe d'Hitler ? Ben oui.
Est-ce qu'on n'a pas le droit de danser sur la tombe de Mao? Si, et bien évidemment. Et c'est même plus sain pour la société qui s'en libère que de ne pas le faire. Sauf que ce sont des exceptions. Et que, juste, je conclus, ces gauchistes qui se sont félicités de la mort de Charlie Kirk en face de la glace, ils savaient très bien que là, c'était pas le cas. Que c'était pas une de ces méga exceptions de l'histoire. Donc il a fallu le nazifier. Il a fallu inventer des trucs parce que dire il est homophobe, on regarde les propos, bon c'est quoi? C'était la Bible. Il pense que l'homosexualité est contre nature au vu de ce que veut Dieu. Très bien, c'est l'avis d'environ le tiers de l'électorat de la France insoumise. C'est même pas ce qu'il a dit. Au vu de il a dit que donc qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, je sais ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dire qu'il voulait lapider des homos. Parce que... Mais il n'a pas dit ni l'un ni l'autre. Justement. Donc, on va exagérer à mort ce qu'il a dit pour justifier qu'il est l'exception qui confirme la règle. Parce que ces gens-là savent très bien, quand ils se regardent dans le miroir, que ce que disait Charlie Kirk n'est pas suffisant pour justifier une de ces rares exceptions de l'histoire. Parce que ces gens sont des faux culs, ce sont des lâches, et ils n'assument pas ce qu'ils pensent. Ça s'arrête la liberté d'expression ou ça commence l'incitation à la haine, selon toi? Il y a des cas particuliers. Quand Hitler tient un discours, il y a des millions de gens qui meurent. Charlie Kirk, non. Hitler, il n'a pas fait juste un discours. Justement, c'est pour ça que je te renvoie à Simone Veil. Son discours devenait acte. C'est pas du tout comparable. Son discours devenait acte. Non, mais oui, mais il y a des gens qui ont tenté de... Là, tu réutilises quand même l'argument de certaines personnes qui se prétendent de gauche, qui disent on va pas non plus... on va pas faire un réjouir de Hitler. Enfin, je suis désolée, mais c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je te dis. Oui, mais en fait, ce que je te dis justement que parce que ce n'est pas le cas, que Charlie Kirk n'est pas Hitler, ces gens-là, pour justifier leur médiocrité morale, ont été obligés de le transformer en Hitler pour que ça puisse passer. Mais ça ne peut parce être qu'ils que savent de la très bien malhonnêteté. eux-mêmes que ce n'est pas le cas. Ça ne peut être que de la malhonnêteté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça ne peut être que ça, puisque tu es parfaitement... Non, mais c'est pire que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, dans leur parti, déjà, est-ce qu'on peut s'accorder pour danser sur la tombe de personne? Non. Personne, point. Parce que même un enfoiré, même quelqu'un qui a tué, c'est une tragédie. Sa vie aura été pas que je le victimise, ce qu'il a commis est tellement triste qu'il n'y a aucune raison de se réjouir de rien. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de se réjouir, il y a justement à en tirer les conséquences, à apprendre des erreurs, à commémorer. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On est absolument pas d'accord. Puisque c'était pas Hitler, Charlie. Je pense qu'on ne peut pas humainement expliquer à un survivant des camps qu'il n'a pas le droit de se réjouir d'Hitler. C'est déplacé, c'est immoral. Je pense qu'il le ferait même pas. C'est infect de prétention. Il n'irait pas danser et ouvrir des... Tu écoutes des rescapés, ils le feraient pas en fait, justement. Bien sûr que si, il y en a plein qui l'ont fait. Ils ont même créé un État pour aller traquer les mecs, les papis de 90 ans. Ça n'a rien à voir. Il y a de vrais rescapés de la Shoah qui ont en effet dit eux-mêmes. Mais certains ne l'ont pas fait. Donc on n'est personne si on ne l'a pas vécu pour dire à ces gens vous n'avez pas le droit. Mais c'est des circonstances exceptionnelles. Idriss a raison, c'est quart de sujet. Il y a un point. Si on veut juste aller sur ce sujet-là, il y a un point qui est très simple. La haine, c'est une relation. Quand on veut plus, j'ai parlé à beaucoup d'Ukrainiens. J'ai vécu en Ukraine et les Ukrainiens de l'Ouest, c'est mort. Eux, ils vont détester les Russes à vie. Mais à un niveau qui est même pas, on peut même pas décrire. Où vraiment tout ce qui est russe, tout ce qui est même parler de Pouchkine, etc., ils vont les haïr. Parfois, je parle avec eux, je leur dis, est-ce que vous êtes au courant que la haine, c'est une relation aussi? Ils me disent, mais nous, on veut être indépendant, on ne veut plus avoir de relation avec la Russie. La haine est une relation. Exemple, vous avez un tueur en série aux États-Unis, j'ai oublié son nom, la vidéo est devenue virale. Alors, c'est le vrai tueur en série endurci, il est en procès, toutes les familles des victimes passent. Il a été, comme il a fait un deal où il a indiqué où étaient les cadavres, il n'a pas pris la peine de mort, donc il va prendre plusieurs peines à vie d'affilée. Poker Face. Le type, vraiment, vous pourrez peut-être, on pourra le trouver dans une autre émission. Bon, Poker Face, il y a toutes les familles de victimes qui viennent, qui défilent, qui disent « J'aimerais que vous creviez, j'aimerais vraiment vous écorcher vif, j'aimerais vous déchirer, vous avez tué ma fille, vous avez détruit ma famille. » C'est vrai, le type est une raclure, c'est un tueur en série. Bon, à un moment, vous avez une mère de famille qui arrive qui fait « Monsieur, je vous pardonne. Pas parce que je suis gentil, pas parce que vous méritez qu'on vous pardonne. » N'aurait pas ma haine, quoi. Non, mais c'est plus... Oui, c'est en un sens, c'est ça, mais je veux plus avoir de lien avec vous. Si je vous hais, si je vous déteste, il y a un fil entre vous et moi. C'est un fil, je me réveille en pensant à vous, je me réveille en pensant que je veux vous tuer, vous sortir les tripes, etc. Mais moi, je veux plus de fil avec vous. Ce qui vous arrive m'est indifférent, je veux être libre de vous. C'est ce que dit cette mère de famille dont ce type a assassiné de façon abominable les enfants. Là, d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'il va y avoir... Et c'est ce qu'ont fait les supporters de Charlie Kirk qui ont allumé des bougies au lieu de continuer la violence mimétique. Ce que l'on voit comme conséquence, parce que là, c'est un moment de vérité. Ce tueur à gages, il s'effondre en larmes. Le mec, il se liquéfie.
Il s'effondre en larmes. Il pleure comme un gamin. Il a la lèvre inférieure qui bouge comme ça. Et ensuite, il s'effondre en larmes. Il prend sa tête dans ses mains. Tous les autres qui lui ont dit qu'ils allaient l'écarteler, qu'ils allaient le brûler vif, etc. Il était là, poker face. Non, c'était normal pour lui. C'est un tueur en série. C'est normal pour lui. Mais là, il y a cette mère qui dit ça. Et le mec, il s'effondre. C'est ce qu'avait dit Gandhi. Je sais, ça paraît cliché, mais en fait, c'est de la chimie, c'est de la physique. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Si on veut enlever un lien, si on veut couper le lien avec la pire ordure possible, c'est ça qu'il faut faire. De facto, il va y avoir le procès de cet homme-là. Bien sûr, mais puisqu'on a encore avoir longtemps à faire. Puisqu'on a bifurqué sur Danser sur la tombe d'Hitler, il y a évidemment tout un tas de... Et j'en parle même dans une de mes confs. Cracher sur des morts, c'est le signe d'une décadence morale. Il y avait deux Américains, autre cas, étude de cas, deux Américains qui ont été pris en otage par le Hezbollah. Bon. Il y en a un, alors ils ont eu des indemnités, ils ont eu des millions d'indemnités pour avoir été pris en otage par le Hezbollah. Il y en a un, les psychologues ont remarqué chez lui aucun symptôme de stress post-traumatique. Zéro. Le type, pendant qu'il était otage, il se visualisait dans sa ferme en train de traire des vaches. Littéralement, il se faisait un petit truc. Il était enchaîné à un radiateur, il se visualisait comme ça. Et quand il est sorti, il avait aucune rage, il s'en foutait de ses ravisseurs. Les gars lui ont fait subir des tortures, il s'en foutait d'eux. Ils n'existaient même pas pour lui. L'autre, stress post-traumatique, problème d'addiction, drogue, problème de jeu, Las Vegas, il a fini ruiné, il a perdu tout l'argent qu'on lui avait donné en indemnité. Pourquoi ? Parce qu'il avait une cicatrice psychologique profonde de haine méritée, puisque le Hezbollah, c'était des enfoirés, ils l'ont pris en otage. Bon. Donc je ne dis pas que c'est bien de ne pas danser sur la tombe d'Hitler, je dis juste que c'est la façon efficace de se libérer des pires raclures possibles. En tout cas, c'est pas moi qui vous considérez comme tout à l'heure. Ce sont les de décadence morale, on est d'accord? Ça, c'est une évidence. Mais ce qui est fondamental, je pense qu'on est pour rester dans la métaphore cinématographique, c'est dans Le Parrain. À un moment, il va se confesser et il dit tout le mal qu'il a fait, puisque tu parlais du Parrain, et il pleure. Et à ce moment-là, il est dans sa vérité, quoi. C'est-à-dire que c'est le sens du sacré, le sens qu'une société doit avoir du sacré. Et c'est très difficile à faire. Le pardon, c'est la forme supérieure de l'humanité. C'est ne pas avoir de haine vis-à-vis de quelqu'un qui... Moi, ça m'avait frappé pour plein de raisons, et des raisons aussi intimes et personnelles. Le moment du Bataclan, où on avait dit à cette personne qui avait dit « vous n'aurez pas ma haine », mais qu'est-ce qu'il avait été moqué, mais c'était le plus fort de tous, cette personne. Après, ce qui est horrible, alors attends, moi, je voudrais donner un point là-dessus, c'est que ce « vous n'aurez pas ma haine », on l'a complètement détourné pour empêcher toute justice. Voilà. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, et que les problèmes systémiques qui ont fait que le problème soit là, on dit pour mettre ça sous le tapis. Moi, j'étais pas à ce niveau-là, j'étais au niveau où tu étais vraiment du sacré, du spirituel. Et après, il y a une deuxième chose, pour rester dans le cinéma, mais qui dit aussi beaucoup de choses, c'est La vie est belle de Benigni. À un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Pour pas avoir ce choc traumatique, il se raconte une histoire, c'est pas vrai, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'on doit tirer, d'avoir quelque part en nous le sens du sacré. C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé. C'est pour ça nos ancêtres les Gaulois, une mythologie, etc. On nous a enlevé tout sens du sacré, tu vois bien. C'est Antigone contre Créon. Ouais. Et moi, je trouve qu'on est vraiment dans Créon, dans le relatif. Enlever le sens, ça ne veut pas dire rentrer dans le déni non plus. Bien sûr. Le pardon ne veut pas dire le déni. J'ai pas dit ça. Dire, au contraire. Il faut regarder en face les choses, il faut être très lucide. C'est transcender le mal. C'est transcender le mal, mais c'est quand même l'affronter pour pas qu'il continue à... Évidemment. On ne va pas tendre l'autre joue. Éternellement. Absolument. Eh bien justement, entre propagande médiatique, justement, morale de façade et banalisation de la violence, sommes-nous déjà en train de basculer dans un monde où l'idéologie efface toute déontologie? On en parle dans le second débat de Bistro Liberté. À tout de suite. Les médias du système ont-ils tous les droits ? La bien-pensance médiatique de gauche impose son narratif, comme l'a encore montré l'affaire Cohen-Legrand. Elle trie aussi ses indignations, décide quelle mort mérite d'être pleurée et lesquelles peuvent être justifiées. Quand un homme tombe, ce n'est pas le crime qu'on juge, mais son camp. Et certains, comme Sergueï Girnov, vont jusqu'à valider l'élimination physique de l'adversaire. Alors oui, entre propagande médiatique, morale de façade et banalisation de la violence, sommes-nous déjà en train de basculer dans un monde où l'idéologie efface toute déontologie ? Voilà donc la suite
de ce formidable casting autour de moi dans Bistro Liberté. Donc pour ce nouveau débat, cher Idriss, qu'on a vu en plus aux Assises de la Souveraineté ce week-end. Donc c'était l'occasion aussi de parler de ces médias. Vous avez fait un long discours, hein, je crois d'ailleurs. Vous avez standing ovation. Là. Vous êtes très proche de Florent Philippot, oui. Je suis toujours très bien reçu chez les souverainistes. On veut bien sûr, et d'ailleurs une belle... Parce que vous allez chez les autres aussi. Déjà, je les reçois sur ma chaîne. Et donc, les trois, alors donc... Tout le monde. Alors les souverainistes, vraiment... Le point pas à se réunir. Hein. Non, mais le point de bascule, c'est déjà quand le mot souverainisme aussi sera acquis et plaidé par la gauche. Par exemple, on a vu le Canard réfractaire qui a dit non, l'Union européenne, alors c'est la génération Z, ils sont encore plus cash. Le Canard réfractaire, c'est l'équivalent de TVL pour la génération Z et à gauche. Et ils ont dit non, l'Union européenne, faut cramer tout ça, quoi. Bon, faut virer Ursula von der Leyen et tout. Ça, c'est le point de bascule, parce que pendant très longtemps, on l'a vu. Justement, caricaturer le souverainisme, c'était dire en gros les souverainistes c'est des fous, c'est des mecs d'extrême droite, etc. Ce qui est évidemment pas le cas. Et donc je suis très très content d'intervenir chez les patriotes aux assises. On sait qu'ils se réuniront un jour, Asselineau, Philippot. Ça va arriver. Je pense que ça va arriver. Il faut qu'ils trouvent déjà un objectif. Gagner, hein. C'est parce qu'ils visent directement les présidentielles à chaque fois. C'est ça, les présidentielles sous la 5e, c'est intuitu personné. Il peut en rester qu'un. Donc c'est très compliqué de faire des alliances. Et en plus le système des partis fait que leur parti n'existe plus. Vous voyez cette primaire que Florent Philippot a lancée? Moi, j'y crois. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut le faire. Ça, c'est clair. Ça, faut que les deux autres acceptent de jouer le jeu. Mais c'est pas tant les deux autres que leur parti peut pas exister s'il se présente pas à la présidentielle. C'est très difficile pour l'UPR de pas présenter un candidat à la présidentielle, comme c'est très difficile pour Debout la République, Debout la France, pardon, DLF, de pas présenter un candidat. Donc le problème est là. S'ils visaient des mairies, des régions, etc., je pense que déjà ils auraient... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils n'arrivent déjà pas à se réunir entre eux. Donc comment appeler après à réunir plus de Français? Comme vous savez, des fois il y a des points de basculement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... regardez par exemple le parti du général de Gaulle qui était complètement anecdotique et divisé, avec tout un tas de gens qui l'ont quitté, etc. Et puis ensuite, à la faveur des événements, on a les événements, c'est la dette française, c'est le fait que la France perde complètement sa souveraineté. À la faveur des événements, vous pouvez avoir une rupture. Donc c'est très bien, pour l'instant, les partis souverainistes, ils sont en incubation. Voilà. Et c'est pour ça longtemps qu'ils sont en incubation. Hein. Pas, quand on compare aux autres partis dans l'histoire, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a des partis qui ont pris le pouvoir en France, qui ont incubé beaucoup plus longtemps. Là, c'est à peu près une dizaine d'années. Une quinzaine d'années. La traversée du désert de Gaulle, c'était 12 ans, non? Donc, je pense qu'on va assister à des points de rupture parce qu'on a ce qu'on appelle le zeitgeist, l'esprit du temps. Et là, on voit justement sur les réseaux les jeunes générations qui s'emparent de la notion de souveraineté et qui commencent à la propager et à se foutre complètement de savoir si c'est considéré comme mainstream ou pas. Donc, je pense que ça peut sortir. Eh bien justement, alors voilà, toujours le débat mainstream, débat aussi plus large que ce débat mainstream alternatif, débat sur la liberté d'expression. On l'a dit en introduction, à la bien-pensance de gauche est aussi invité sur les plateaux de télé le soir de la mort justement de Charlie Kirk en déversant sa haine. C'est le cas notamment de Sergueï Girnov, ça me fait mal au cœur même de le citer, le prétendu ancien espion du KGB qui a déclaré « Les Trumpistes, les MAGA ne sont pas les victimes, ce sont eux qui provoquent la haine dans la société américaine, ce sont eux qui détruisent les institutions américaines. Vous semez la tempête, vous récoltez la tempête. » Quand même, c'est inouï quand même, non? Oui, mais... je ne sais même pas s'il faut... là, on a affaire à un non, je cherche l'ARCOM. Oui, voilà, l'ARCOM. Je ne l'ai pas vu. Effectivement, la question est bien posée. Pourquoi certains se permettent d'exprimer leur haine comme ça en direct sur des plateaux télé qu'on les laisse faire? Alors justement, on en a fait beaucoup, ils en ont fait des caisses, Thierry Breton, sur le DSA, le Digital Service Act sur le numérique. Il y a l'ARCOM que vient de citer Greg sur les plateaux télé. Mais en fait, on voit que ces outils qui nous ont été vendus comme des outils de préservation de la civilisation, de la démocratie, d'une certaine moralité, du vivre ensemble, en fait, ne sont que finalement de facto des instruments de maintien, de domination idéologique. Et toujours de la même idéologie et qu'en fait on peut très bien appeler à la haine ou appeler à des trucs absolument abominables si la cible est considérée comme acceptable par cette domination idéologique. Et donc c'est ça qui est vraiment extrêmement problématique, c'est qu'on voit un parti unique se dessiner, qui s'auto-appellent en plus cercle de la raison alors qu'ils n'ont absolument rien de raison. C'est plutôt de la médiocrité, je dirais, parce qu'intellectuellement,
honnêtement, ça vole pas très haut. On le voit avec Sergueï Girnov, qui, soit dit en passant, excusez-moi, moi j'ai rien à titre personnel contre les gens, mais quelqu'un qui se balade sur des plateaux télé à dire qu'il est un ancien espion russe et nous dire que c'est lui qui nous avait dit que Poutine avait je sais pas combien de cancers, qu'il était homosexuel, etc., etc. Et qu'au final, apparemment, c'est un dictateur, etc., mais apparemment, il le laisse se balader et parler comme ça, sans problème, prendre le métro. Donc, il y a une contradiction même dans les propos, et je ne défends absolument pas Poutine, ça, c'est pas le sujet, mais je trouve que même le narratif de son historique à lui est bizarre, et moi, j'y crois pas, personnellement. Voilà. Mais personne n'y croit. Le système qu'on connaît bien ici... Ils sont invités tout le temps, c'est ça qui est mais dingue. justement. Avant, on avait à la Poédie dans le genre Guignol. Oui, alors, Tout le plateau d'LCI, je suis désolée. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est des actionnaires qui enrichissent des gens. Non, mais là, les actionnaires ont été apostrophés, ils n'ont pas réagi. Non. Bouygues et... Non, mais chaque chaîne a ses fous du roi, si j'ose dire. C'est des gens qui embauchent des gens médiocres pour en faire des affidés éternels. Je veux dire, quand le type vient, on l'a dit, ça vient d'être dit, te dire qu'il est espion, un bon espion ne dit jamais qu'il est espion. C'est comme l'hôtesse de l'air qui prétend être pilote de chasse, la Titelman, je sais pas quoi, que j'ai apostrophé hier. Bon, voilà. Le type, il dit non, mais aviateur, c'est pas ça. Mais il est présenté comme aviateur sur France Info et sur LCI. Mais dans l'esprit du public, quand tu te photographies en Top Gun dans le cockpit d'un avion de chasse et que tu mets aviateur, et qu'on te demande ton avis sur la guerre en Ukraine, sur les drones et sur les Charles Leclerc, tout le monde comprend que tu es pilote de chasse. Sauf que la seule chose qu'il fait, ce jeune homme, il a un petit drone, ça coûte 1 000 €, puis le dimanche, il fait du drone dans son jardin, quoi. Et ça, toutes les chaînes ont leurs idiots. Et c'est de la simple provoque ou c'est un discours de haine assumé d'après toi, Didier ? C'est pas du tout de la provoque, c'est l'histoire d'installer un narratif dans la tête des gens. Et chaque chaîne s'est fait la spécialité. LCI, c'est l'Ukraine. CNews, quand même, sur Israël, ils vont quand même assez loin, on peut dire les choses comme ça, sans être trop irrévérencieux. BFM, c'est ce qui sauve le cul de Macron à Jean. Et voilà. Et donc, globalement, ils se sont un peu distribués les rôles. Et on parlait d'Ala Poédi, je ne veux pas lui faire trop d'honneur parce que personne ne sait qui c'est. Si un chroniqueur de droite avait tenu de tels propos, il était mort. Il était mort. Mais si tu veux, même n'importe qui, finalement, elle maîtrise mal le français. Moi, je veux pas tomber sous le coup de la loi, et puis j'aime bien TV Liberté, donc je vais faire un peu attention. Parce que vous avez des dossiers sur elle. Non, mais moi, je l'ai connue dans une ancienne vie, quand j'étais patron de presse à Lyon. Elle avait tout un réseau de... Et ça, c'est public, hein. De jeunes, oui, pas trop, de jeunes dames qui accueillaient les hommes d'affaires russes, etc. Elle se vendait comme russe. Elle se vendait comme russe, etc. C'est public, hein, donc. Demain, si elle doit se vendre comme lituanienne, serbe ou croate, elle le fera sans aucune espèce de problème. Éthiopie, Japon, s'en fout. Comme Zelensky avait dit, je n'ai senti aucune haine anti-ukrainienne ici à Moscou. Exactement. Cette vidéo où il déclare ça, où il dit les bandérites, j'en ai marre de vous. Voilà. Il s'est fait pousser la barbe, il a un petit peu aggravé sa voix. Il a arrêté de jouer du piano avec son instrument. Voilà, et il parle mal ukrainien avec un fort accent. Mais tu prends l'exemple absolu, c'est quand même BHL. Ce qu'avait dit Pierre Conessa sur le complexe militaro-intellectuel. L'exemple pour moi parfait au niveau français, c'est BHL. BHL, par exemple, il a soutenu les djihadistes d'Afghanistan, où il se mettait en photo avec les moudjahidines. Il a écrit des pages et des pages sur ces belles femmes qui se cachaient, c'était la modestie. Je vous jure qu'il a écrit ça. Il faut aller voir ce qu'il écrivait. Il était sur la pointe des pieds. Ce qu'il écrivait. Ça, je sais pas. Sur une, oui. En tout cas, on le voit avec même des kéfiers. C'est un truc complètement hallucinant. Et là, aujourd'hui, il dit on a le droit de tuer tous les Arabes. Enfin, je veux dire, limite, il dit ça. Donc, en fait, ces gens n'ont pas du tout de colonne vertébrale. Et c'est pour ça qu'ils passent dans les médias. Oui. C'est ça. Exactement. Il n'y a aucune sincérité chez ces gens. Les médias mainstream, oui, comme bien sûr, ce qu'on appelle les médias mainstream ou les médias du système, ou peu importe. Ils passent justement parce qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale. Ils sont malléables à souhait en fonction du narratif. La gauche médiatique n'a plus de limite dans son discours. Et alors attention. Mais qu'est-ce qu'on appelle... je pense qu'avec Didier, on sera d'accord. C'est qu'est-ce qu'on appelle la gauche médiatique, parce que derrière, nous, ce qu'on voit, de notre point de vue aussi, c'est que LFI, ils en prennent plein la gueule au niveau de la gauche système.
Si, pas mal. Parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on a ce biais, mais il y a quand même beaucoup, tous les jours, on parle de LFI, etc. Là, c'est très important, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est facile de présenter les choses en disant c'est la gauche. Et moi, je ne veux pas défendre la gauche, et je ne vais surtout pas défendre ni les socialistes, ni cette variante de socialistes repeints en vert que sont Europe Écologie Les Verts. Une catastrophe absolue. Hein. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et puis moi, je vis à la campagne, donc je les vois dès qu'ils voient un champignon. Non, ça marche même plus, puisqu'ils ne sont plus rouges à l'intérieur. Ils sont même plus, mais c'est comme les socialistes. Tu vois. Il faut bien voir qu'il faut faire attention. Guy Jadot, il te dit que l'Europe, c'est le capitalisme vertueux, je vois pas ce qu'il y a de rouge. Hein. Non, mais dans l'expression, il faut faire attention. Parce que les socialistes, et moi j'y rajoute, je vais loin, hein, j'y rajoute bien sûr le bloc central qui n'est plus vraiment un bloc, Glucksmann. Voilà, et j'y rajoute les républicains aussi. Parce que les républicains, il faut bien voir que qui sont les deux béquilles de la Macronie. Depuis 2017, moi je les ai vus au Bourbon, j'étais attaché parlementaire. Voilà, c'est le café derrière l'Assemblée. Dès la fin du premier tour, à 20h01, ils étaient déjà en conciliabule. C'est tous des LR. Les fameux 8 minutes de Pécresse. Voilà, ils se sont rebaptisés etc. Ils ont fourni un nombre impressionnant de ministres, de premiers ministres, de conseillers. C'est LR. Et LR, PS, Macron, même combat. Exactement. Et je dois dire aujourd'hui que la vraie gauche, c'est LFI. Alors, j'allais y venir. Et la vraie droite, j'allais dire, c'est RN et Reconquête. RN, de moins en moins. Mais LFI aussi. Et LFI, de moins en moins. Parce que d'accord. RN est devenu, dans sa tentative de diabolisation réussie, un parti du système. Ça a commencé par... D'ailleurs, ce week-end, sur l'immigration, les manifs... Sur les migrants, il y a eu quand même un pas de côté, c'est plus un pas, c'est un terrain de football. Sur le Frexit. Sur le Frexit, ils veulent plus sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, Philippot est parti parce qu'il voulait pas sortir de l'Union Philippot, européenne. je veux dire, il a du courage, quoi. Hein. Dupont-Aignan, il a du courage. Et finalement, ces gens-là qui sont un peu marginalisés et ostracisés par le système, c'est eux qui font encore Pour revenir au de débat, la cette politique. figure de gauche avait été assassinée. Est-ce qu'on aurait toléré de tels propos? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Jamais. Même pas que de gauche, en fait. Je veux dire, moi, par exemple, là, ça me tue. Je vois des gens qui achètent mon livre et disent « Ah, on a acheté son livre parce qu'il est racisé ». Ce terme à la con. Je déteste ce terme. Et en plus, les gens ne savent même pas que pour le fun, si je voulais vraiment me la jouer vieille France, je suis français depuis 12 générations. Puisqu'à travers la famille Crégu, en Occitanie, en fait, ma grand-mère, c'est Janine Crégu, qui est enterrée en Auvergne. Bon, j'ai horreur de ce terme à la con. Mais il est clair que si quelqu'un avait été assassiné de racisé, on n'aurait jamais pu dire aussi ce genre de conneries à la télé. Donc on voit qu'il y a en effet une polarisation, avec d'un côté les ONG américaines qui disent tous les blancs sont racistes, comme ça c'est clair, et eux ils veulent qu'il y ait un camp contre l'autre. Il y a des gens qui veulent la guerre civile, oui, voilà. À mon avis, qui attisent le feu. Et est-ce qu'on peut dire juste que dans tous les partis politiques, il y a un vrai effondrement intellectuel, Oui, alors voilà. et que c'est pas Ça, une c'est histoire de l'autre, gauche, de droite, de tout. tout à fait. Le débat public Dans la société est en général, médiocre et à un niveau vraiment ras des pâquerettes. Est-ce que la viande, c'est de gauche, c'est de droite, climatisation, c'est de droite. viriliste? Enfin, on est dans des trucs vraiment... Est-ce que Sandrine Rousseau... Je suis d'accord avec toi. Laisse pousser les sourcils. LFI, tu me vires tout le monde sauf Bompard. RN, tu me vires tout le monde sauf Tanguy. Ouais. Grosso modo, puis tu les fais discuter en fait. Ouais. Mais il y aura Parce pas que les de autres, ça ne sert à rien. Hein. Pour revenir au point Mauvais. de Éric, je suis étonnée, mais je pense qu'il y a quand même, au sein de majorité des médias, il y a une vision de gauche, je mets des guillemets, mais voilà, gauche progressiste, qui pour moi n'est plus de gauche, parce que je défendais la gauche historique, mais voilà, dans cette vision-là, très socialiste, etc. Et ça, c'est quand même un fait, je pense qu'elle domine la majorité des institutions. En tout cas, elle impose son C'est en narratif train de jusque dans nos changer. médias. Regardez le dernier exemple frappant, c'est quand même l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen, qui a été surpris en pleine connivence avec des cadres du PS, alors que certains Avant, sont présents juste, si tu permets. comme des journalistes indépendants, cette séquence. Qu'est-ce qu'elle révèle? Alors, vas-y, termine, et vraiment, on Juste, enchaîne il sur cette y affaire-là. avait une horreur absolue. L'interdit suprême, c'était la Shoah. On a grandi, nous, dans la deuxième moitié du XXe siècle, début du XXIe siècle, dans l'idée que plus jamais ça, la Shoah, etc. Avec, et je vais essayer d'être le plus... J'ai conscience que nous sommes dans les sables mouvants et le terrain est extrêmement glissant, etc. Donc je vais être extrêmement factuel. La remise en cause de l'hégémonie de la politique de Netanyahou à l'échelon mondial a mis une brèche dans le fait de considérer la Shoah comme étant le mal absolu et comme étant finalement associé à la droite, le mal étant consubstantiel à la droite et à l'extrême droite. Ça, c'est en train de bouger.
Je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je dis juste que les repères sont en train de bouger. Il y a eu beaucoup de gens qui disent aujourd'hui sur Netanyahou, par exemple, que les Juifs de la diaspora sont en danger, comme les Juifs d'Israël, comme ceux qui vivent évidemment à New York, à Paris, à Berlin ou partout dans le monde. Ça, c'est en train de Lundi prochain, il y a la reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà, par Macron, mais tout ça est quand même, c'est lent, voilà. mais je trouve qu'il y a une évolution. Je te réponds par rapport à ce que tu disais sur si c'était une personnalité de gauche qui avait été assassinée, est-ce que ça... Bon, c'est en train de bouger tout doucement, mais ça bouge quand même. Et je ne sais pas si c'est bon signe, hein, parce que personne ne souhaite qu'il y ait une nouvelle En tout Shoah. cas, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette séquence qui révèle au contraire l'entre-soi idéologique et qui domine les plateaux. C'est cette affaire, Thomas Legrand et Patrick Cohen qui ont donc été surpris en pleine connivence avec des cadres du PS. Idriss, toi qui as vu ça, tu en as parlé, je suppose. Ça t'a inspiré quoi comme réaction ? C'est un scandale. On parle de manipulation d'élections. Tous les jours, on nous dit que les Russes manipulent les élections, font des choses, que les punaises de lit, c'est à cause d'eux, que la cote de popularité de Macron... On en rigole, mais c'est la gorafisation du réel, puisque ça a vraiment été écrit. Le 10 septembre aussi, ils ont dit sur le site. Exactement, le 10 septembre, c'était les Russes aussi. Donc on nous dit d'un côté que Poutine, à 4000 km d'ici, est en train de manipuler les élections françaises en parachutant des punaises de lit au-dessus de la... Mais vraiment. Et de l'autre, on a quelqu'un qui arrive qui dit moi, je veux pas que telle candidate gagne à la mairie de Paris. Et nous, on utilise les moyens d'une chaîne publique qui est censée être neutre, qui est financée par tous les Français. On va utiliser tous les moyens d'une chaîne publique pour faire de la politique. Mais c'est complètement scandaleux. C'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Et ça devrait donner lieu à des procès, normalement. Parce que ça, c'est du détournement. On utilise des moyens publics. On a enquêté sur des cas similaires avec l'affaire Hello Kitty, où d'ailleurs il y a un avocat souverainiste, monsieur Maître Prigent, qui a déposé plainte quand on avait des chercheurs au CNRS qui utilisaient les moyens du CNRS, qui utilisaient les ordinateurs du CNRS, un site et le logo du CNRS pour dire quitter X, parce que X est toxique. Alors faites un tour sur les réseaux qui vous recommandaient aujourd'hui, comme Blue Sky et Mastodon. Vous allez voir si c'est pas toxique. Ça a bien marché, de buter tout le monde. Blue Sky, en tout cas. D'ailleurs, ils que ça a s'entretuent foiré. entre eux. Allez faire un tour, parce que disait, il faut quitter X parce que c'est toxique. Allez plutôt sur Blue Sky et Mastodon. Alors Blue Sky et Mastodon, au passage, c'est le record mondial d'images pédopornographiques, tout réseau confondu. Ça, c'est pas toxique pour eux, apparemment. Et ensuite, maintenant, ils parlent tous de s'entretuer. Mais vraiment tous. Tu veux tuer, machin. Enfin, allez faire un tour. C'est le cirque Pinder avec des tronçonneuses, ce truc. Ça ressemble à rien. Bon. Donc, et là, pour reprendre le cas de l'affaire Legrand et Cohen... Oui, il voit aucun problème. Il a fait une sorte de discours là. Je veux dire, si Maître Prigent a dit que c'est du détournement de fonds publics et de biens publics le cas d'Hello Kitty, pour moi, ça l'est aussi. On a des types quand même qui disent... Aux États-Unis, pour le coup, dont on parlait, c'est game over. Ce sera en 2 secondes game over. Ah ouais. En Grande-Bretagne... dans beaucoup de pays du Nord, enfin dans les démocraties, quoi. Non, mais il n'y a qu'en France, ça c'est une Il n'y a qu'en France. Et on donne des leçons, Béatrice. Pour élargir de cette histoire, on a vu Pardon, ils vont être convoqués quand même. Oui. Delphine Eranotte à et huis clos. Sylvie Veil vont À être huis convoqués clos, à ils vont se l'Arcom. prendre un café et voilà, ils vont se raconter leurs vacances. Et comment vont les enfants ? Bah ça va et toi ? Non, mais c'est pour élargir juste un petit peu, parce que dans la foulée, on a vu l'affaire avec Caroline Roux et Mathieu Pigasse, qui en fait reçoit... Ah oui, incroyable, qui a interviewé son et donc, producteur. En fait, tout ça, c'est un système. On est là en train de parler de quelque chose d'assez Mais qui dit précis. ça ? Qui le dit ? Il n'y en a pas beaucoup. Bah moi, là, j'essaie Voilà, mais de toi, faire la démonstration Ouais. que c'est un système, parce que Caroline Roux reçoit Mathieu Pigasse, qui est son patron, qui rappelle qui est produit Mathieu son Pigasse, émission. Voilà, c'est un milliardaire de gauche qui a Libération, qui a plusieurs Très médias. virulent en ce moment. Il Et fait pas qui comme a une ça, là. Je sais boîte pas de ce qu'il prod prend. Millionnaire. qui s'appelle Media One, qui est actionnaire chez Media One, et donc qui est le patron de Caroline Roux dans l'émission C'est dans l'air, qui est sur la même chaîne que C'est à vous, où officie Patrick Cohen. Et donc elle reçoit Mathieu Pigasse, ne dit pas aux spectateurs que c'est son patron et que c'était quelqu'un de très engagé à gauche et qui a décrété voter pour LFI. Donc normalement son temps de parole devrait aussi être décompté. Enfin ça rentre dans les cases et au moins les gens devraient savoir à qui on a affaire et savoir que c'est son patron. Et pourquoi elle le met à l'honneur comme ça. Et en fait ensuite on voit que donc... Et il refuse tout débat au passage. Il est aussi producteur de C'est à vous, dans lequel la même Caroline Roux est invitée pour dire que Léa Salamé, présentatrice du JT et compagne de Glucksmann,
que veut mettre au pouvoir Patrick Cohen, dit qu'elle est lumineuse. Donc, si vous voulez, c'est en boucle fermée. Ils utilisent les moyens publics pour faire de l'autopromotion. Ils voient pas le problème, apparemment. Non. Pour eux. Non. Parce que tant qu'ils gagnent, ils jouent en fait. Par exemple, Léa Salamé, elle fait la promotion de Zuckman, l'économiste de Glucksmann, qui est en plus un escroc d'un point de vue intellectuel. En l'occurrence, Zuckman a été viré d'Harvard parce qu'il truquait ses données. Donc on a des phénomènes. Harvard ne voulait pas le recevoir parce qu'il disait attendez, lui, quand il présente ses conclusions économiques, il a bidouillé les datas pour que ça tienne sur son modèle. Bon. Appelé Pac-Man. Là. Voilà, mais c'est vraiment, c'est un léger problème. Salamé, qui est la compagne de Glucksmann, reçoit Zuckman pour dire votre problème économique est super. Mais tant qu'il gagne, il joue parce qu'il n'y a pas de justice. Normalement, il n'y a pas de contradiction. Je rappelle quand même qu'il y a une chaîne de Bolloré qui a été dégagée alors qu'elle était privée. C'est pas de l'argent public, c'est son argent à lui. Il fait ce qu'il veut avec. Et ben l'Arcom a dit ah non, c'est vous influencez trop le débat politique. Là, ce sont des chaînes publiques. C'est complètement scandaleux. Il faut déposer des plaintes. Notre argent. Oui, donc il faut déposer des plaintes. Il faut qu'il y ait des gens qui se constituent partie civile. Il n'y a que comme ça que ça va changer. Tant qu'il n'y aura pas des gens, c'est ce qu'a fait Didier Maisto d'ailleurs sur les attributions de canaux TNT, ça lui a pris 10 ans. C'est ça le Il a affronté Alain Veil pendant 10 ans. Et ça continue. Et là, tu as obtenu, remarque, une mise en examen. Il ne peut pas faire plainte, il faut utiliser les mêmes méthodes que celles de l'adversaire. C'est-à-dire que dès qu'il est dans sa libre antenne à la con, tu appelles à 300 par jour. Voilà. Dès qu'il est là, oui, bonjour, ce serait pour poser une question à Monsieur Cohen. Comment est-ce que c'est Puis dès qu'il raccroche, tu re-rappelles et tu re-rappelles et tu déposer des plaintes aussi. Et tu vas devant leurs émissions. Il faut déposer des plaintes aussi parce qu'en France, il y a des associations qui ont le droit de déposer des plaintes. Si, bien sûr que si. Il n'y a pas de fait. C'est tout à fait possible de se constituer partie civile. Le comité d'éthique de France Télévisions a dit qu'il n'y avait pas de faute. Oui, mais ils sont pas juges. C'est pas le comité. Ils sont pas juges. C'est pas eux de décider. Alors en France, un comité d'éthique qui propose et la loi, elle dispose. Donc une association, elle a le droit de dire écoutez, des contribuables ont le droit de se réunir en disant l'argent de mes impôts n'a pas à aller là-dedans. Quand Monsieur Cohen décide d'influencer les élections sur la place de Paris avec mon pognon, je peux me constituer partie civile. C'est possible. Une idée. Pour l'instant, ils veulent étouffer ça. On a lancé hier dans une émission justement comme ça. Et c'est à nous ici de le faire et de le porter. C'est 60 millions de consommateurs, 60 millions de téléspectateurs. Il faut faire une association, un magazine. Et elle peut se constituer partie civile. Le pire, c'est que ça sert à rien de boycotter leur émission, puisqu'ils toucheront de la thune pareil. Attaquer. Moi, je l'ai fait, mais je suis tout seul. Je suis d'accord, il n'y a que comme ça que ça marche. Parce que vous avez d'autres ONG qui ont été capables comme ça de réduire au silence tout un tas de politiciens ou de journalistes en multipliant les procès. Et bien là, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et donc justement, c'est parce qu'on ne le fait pas qu'ils sont contents. Mais médiatiquement, ils présentent, ils disent oui, c'est rien, on a juste. Le comité d'éthique a osé quand même dire rien ne permet d'affirmer, au vu de cette séquence, que Patrick Cohen ait d'autres objectifs que l'exercice de son métier. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, on en parlait en préparant cette émission. Il ne parle pas du métier de journaliste. Quand il dit j'ai été tronqué, il y a eu plein de montages, on le voit à l'œil nu. Je t'en parlais tout à l'heure en préparant l'émission. Moi, quand je m'occupais d'une radio, ils sont venus France 5 m'envoyer un journaliste, me filmer pendant 2 heures. Ils ont fait un sujet qu'ils ont monté dans l'après-midi, qui a fait 5 minutes. Ils m'ont massacré. En général, il dit c'est pas. Voilà. Là, ça pose pas de problème. Et le type qui est venu m'interviewer, il a dit je vous préviens, je n'ai pas mon droit de regard au montage. J'ai dit là, je suis dans la mouise. Ce soir, et j'ai eu la surprise à 20h avec Monsieur Apathy sur le plateau qui m'a mis le reste. J'étais pas invité. J'ai pas eu de droit de réponse. La profession ne m'a pas répondu, ne m'a pas défendu. Aucun syndicat ne m'a défendu. Et ils m'ont mis une photo, mais Quotidien avait fait la même chose, qu'ils ont trouvé dans le fin fond du net, la plus horrible des photos. Alors après, je leur ai envoyé des photos comme ça, le prenez pour dire vous en voulez une autre pour le prochain sujet, pour me dire regardez cet horrible mec à 20h, ils m'ont fait des sujets comme ça. C'est ça le service public. C'est pour ça qu'il faut terroriser ces gens. C'est ça le service public. Je pense qu'il y a aussi les gens ne se réalisent pas que la loi entre guillemets permet ça, parce qu'en fait la réalité c'est que vous pouvez pas même porter plainte contre Mediapart. Il y en a qui ont essayé pour des fake news, des authentiques fake news. Mais là, c'est la loi 1881. C'est pas pareil que détournement de fonds. Non, mais là, si tu parles de détournement de fonds publics, le problème, c'est qu'un média, même un média du service public, c'est malheureux, a le droit à une ligne éditoriale partisane. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas assumé une ligne éditoriale partisane, ils ont assumé influencer les élections. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'ils ont assumé d'influencer les élections. Mais comme le texte est tellement flou, même au niveau de la réglementation déontologique, etc., c'est tellement flou qu'ils ont
tous les Alors droits. il faut commencer par des procès et ensuite il faut parler aux législateurs, saisir les députés et leur dire vous allez proposer un texte de loi qui interdira ça. Normalement ça aurait dû être fait. Je suis Dès d'accord qu'il y a eu avec toi, l'affaire mais ils vont pas Cohen-Legrand, le faire. Pourquoi? Parce que c'est dans leur intérêt. on peut encore le laisser ça. faire. Aujourd'hui, par exemple, des partis politiques pourraient déposer une proposition de loi qui interdirait toute Mais là, réflexion. même la droite Il faut ne quand l'a même pas rappeler, fait. là, par exemple, en début de semaine, il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. Le seul aujourd'hui qui ouvre sa gueule là-dessus, c'est Pascal Praud sur CNews. Il y a eu encore, il y a 2 jours, parce que Vincent Mélé. ils se sont fait interdire d'antenne, ils ont eu l'ARCOM tout le temps. Mais donc, c'est quand même incroyable. Il y a Vincent Mélé qui dit qu'il laisse entendre que son ennemi, enfin l'ennemi juré de Radio France aujourd'hui, c'est l'oligopole Bolloré et CNews. On est sur une planète. Même pour dire, quelqu'un comme Apathy a dit qu'il y avait un problème. Quelqu'un comme Jean-Michel pourtant, Apathy a été beaucoup plus honnête que pas mal de ses confrères. Il a d'ailleurs été sur l'histoire impeccable. Il a été, oui, je veux dire, Ça nous empêche pas de impeccable, je dire- dirais pas jusqu'à, mais en tout cas, Non, mais il a voilà, été très il a bien, fait preuve il a été très d'un bien. certain courage parce qu'il a quand même dit, parce que c'est évidemment que c'est une violation grave de la déontologie. Ils auraient dû, dans n'importe quel pays au monde, ils auraient été. Elle illustre évidemment- la faillite du Mais journalisme c'est- en France, cette C'est séquence. pas qu'elle illustre là, c'est pour moi, elle révèle quelque chose qui est une réalité qui existe depuis longtemps. On avait le livre Les Nouveaux Chiens de Garde qui montrait très très bien ça. Et c'était il y a déjà plus de 20 ans que c'était du copinage, etc. Au niveau du service public, maintenant, j'ai envie de dire, c'est too much. C'est vraiment Mais le là, fait les gens qu'on en ait ont pris conscience, même avec la famille du Hamel, quand t'as Nathalie Saint-Cric là, le fils même là, Léa Salamé qui c'est le fréquente jeu de cette le famille 20h. où t'as l'oncle, le grand-père, Juste grâce Léa au réseau. Salamé Et qui c'est présente vraiment- le Je vais faire un 20h, papier, je vais le faire journal de Rosen service avec, public. avec C'est un le- grave problème quand même qu'une compagne. On d'un n'accablait candidat pas aux Léa élections- Salamé, elle a cru que le film de son invité hier sortait dans un mois, il sort dans un an. Et elle a cru. Avec Adjani, non, c'était, oui, le film. Non, c'était avec. Non, c'est Adjani, la fille. Non, mais Elle a quitté Depardieu. elle a quitté C'est un vrai Depardieu. scandale d'État. Oui. Mais ça, un scandale c'est d'État. un scandale d'État. Enfin, je veux dire, rien que ça, le fait que ça se soit passé, C'est son mec et elle pour va. moi. il n'y a plus rien. En fait, Elle là, a il y dit qu'elle se retirerait. Non, non, mais. Je posais la question, mais pourquoi aucun c'est des député conneries. de droite n'a porté plainte? Voilà, ça c'est scandaleux. Exactement. Pourquoi aucun député de droite Parce n'a que je porté pense plainte que justement, ils savent Pourquoi que c'est aucun pas député de perdu. droite n'a posé une proposition Non, mais c'est une proposition de loi qu'il faut faire. Il faut commencer par des plaintes et ensuite il faut faire une proposition de loi qui soit taillée sur mesure pour Oui, ce je cas. vous dis pourquoi ils ne portent pas plainte. Mais moi, je sais Parce que aussi. sinon, ils ne seraient pas invités Bah à oui. la télé et ils ne viennent pas chez nous. Donc, C'est voilà, les c'est ça ONG le qui truc. portent plainte. C'est à des Là, associations. Mais là, toutes les ONG en question qui sont subventionnées par fonds publics Ah bah, elles ne vont pas le vont faire. jamais. Mais il faut monter des associations qui portent plainte. Ces associations doivent s'en foutre de passer sur les plateaux ou pas. Quand on parlait de 60 millions de spectateurs, etc., c'est ça qu'il faut faire. Il faut des ONG qui disent stop, nous on est les chiens de garde, on va vous empêcher de faire ça. Vous ne pouvez pas impunément continuer à aller comme ça en disant que vous voulez influencer les élections. C'est pas possible. Donc il faut que, par exemple aux États-Unis, quand il y a ça, mais immédiatement il y a des propositions de loi au Congrès. Immédiatement. Vous avez un Act of Congress, c'est fait pour ça d'ailleurs, une loi aux États-Unis, ça s'appelle un acte. C'est une action, d'accord? Donc il faut agir. C'est ça une proposition de loi, c'est un Act of Congress. Et bien là, normalement, il faudrait un acte du Parlement. Et on l'a pas Il fait. faut dire aussi Toi, que Didier, les- qui a été patron pendant très longtemps de groupe média, dis-nous un peu l'envers du décor. Comment ça marche? Parce que finalement, ça t'étonne pas, toi. C'est privé, Sud Radio. Ça, tu le savais que ça Non, se mais passait tous ces déjà dé- ou ça t'a quand même étonné l'affaire Cohen-Legrand? Parce qu'entre nous, Non, toi, tu avais ça m'a pas étonné. l'occasion Non, de mais en fait- déjeuner avec des patrons de partis politiques, même quand mais tu étais patron, tu n'étais pas directement journaliste à l'antenne. Alors bon, moi j'ai souvent été invité. Les rares fois où j'étais invité par des patrons de partis politiques et que j'ai accepté, c'est moi qui payais. Comme ça, il n'y a jamais un homme politique qui a pu me payer un restaurant, un théâtre, des vacances, et j'y tenais et j'y tiens toujours et ça continuera, même si j'ai pas un rond. Bravo. C'est la base. Ça commence par là. Deuxièmement, je suis pas surpris parce que l'ARCOM, anciennement le CSA, anciennement la Haute Autorité, anciennement l'ORTF, ce n'est que l'extension du bureau de l'Élysée. Ça se passe chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. Alors bien sûr, le renouvellement de RFM à Tourcoing, on ne va pas appeler le président de la République, mais la nomination des patrons de l'audiovisuel, radio et télé. Les questions de limogeage du patron de Radio France, comme on l'a vu, ou de promotion de Delphine Ernotte, etc., c'est Macron et seulement Macron qui décide. Idriss a rappelé que j'étais en procédure, je suis toujours. Il y avait Buisson à l'époque, qui était le conseiller de Nicolas Sarkozy. L'affaire numéro 23. L'affaire numéro 23.
J'avais fait l'idiot, parce que c'était, je ne voulais pas rentrer Grand dans le détail, scandale mais voilà, l'attribution un de- appel à candidature inversée, c'est-à-dire ils ont les lauréats et après ils font semblant de faire un concours et ils te font courir comme des lièvres. Et La boîte ils- n'est même pas créée au moment. voilà, ils essaient de te piquer du pognon pour que tu aides d'autres Au moment de la télé, la fréquence, la boîte etc. était- Voilà. Et j'avais dit à Buisson, mais on me dit, monsieur le conseiller, que des conseillers du CSA ont des velléités d'indépendance. Il m'a dit, vous savez, quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA s'exécute. Et j'avais mis ça, j'en ai fait 3 bouquins, jamais eu un procès. Tout se décide dans le bureau du président de la République. Et même pour le privé, puisque là, on est vraiment dans les affaires de privé, on dit, on prend son risque, c'est du privé, on fait ce qu'on veut, oui et non. Parce que c'est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État qu'on te concède une fréquence que tu dois exploiter au mieux en bon père de famille, etc. Tu prends ton risque, avec un cahier des charges hyper strict que personne ne respecte. Alors moi, ça me fait beaucoup rire quand on enlève la fréquence à C8, enfin ça m'a plutôt fait rire jaune, parce que, et là aussi c'est un de mes combats, on se bat pour les principes, on défend nos adversaires, on défend nos ennemis, on défend tout le monde, parce qu'un jour ça nous atteint et on est comme des cons, parce qu'on sait plus quoi faire, et c'est ce que je reproche aux gens qui sont menacés de mort et qui viennent simplement défendre les gens de leur camp. Et moi, je dirais, on aura progressé quand... Ouais, mais c'est plus souvent des gens quand même du peu importe côté, le droite principe, que du côté peu gauche. importe, le principe, c'est le principe. Comme disait le fameux texte, quand ils sont venus me chercher, j'étais pas syndicaliste, j'ai rien dit, j'étais pas si j'ai rien, et puis à la fin, c'est moi qu'on vient chercher. Donc, il faut défendre les principes. Et quand on défend les principes, c'est pas je me retirerai quand mon mari sera candidat. C'est pas. Et ce qui est le comble, c'est que c'est Patrick Cohen qui contre-attaque, qui attaque pour c'est un écran de violation de la vie Mais privée. on est où, là, chez les Magnifique, marchands de c'est tapis Écran de fumée total. Et là, je suis bien placé Non, mais pour c'est en un parler conseil parce que juridique j'avais classique. ce cas avec l'Express. Donc, l'Express... Tu as fait condamner. je Alors, crois. j'ai renvoyé 3 fois à Alain Veil en correctionnel, en effet. Donc, 3 fois à l'Express et à Alain Ça Veil s'applaudit en correctionnel. quand même. Ah oui, ça s'applaudit. Je crois qu'on est les deux seuls à l'avoir fait. Ah oui, mais c'est beau et honnêtement, il méritait parce que Veil, c'est un délinquant déjà. Il avait déjà été condamné, donc c'est bien de lui rappeler un petit peu. Maintenant, pourquoi ? C'est un écran de fumée. Quand j'avais, mais déboîté les 2 pseudo-journalistes de l'Express, là, à savoir Garcia et l'Hôpital dans cette interview. Sergent Garcia À mon avis, Sergent Garcia était moins ridicule, honnêtement. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs quand cette interview a apparu dans la presse. Dans les tuches, c'est pour ça. Ils font une interview. Bon, je sais qu'ils vont la monter de façon complètement déloyale, etc. Et tu comme on en enregistres. parlait. Donc moi, je leur dis, j'enregistre. Bon, je crois que tout le monde a vu que je les ai explosés. Et du coup, ils disent, ah non, mais on veut pas que vous publiez cette interview. Parce que atteinte à la vie privée. Je leur dis, écoutez, vous n'avez pas compris que je suis mon propre média, et donc moi, je vais la publier, cette interview. Et les gens vont se faire leur propre opinion, ils vont voir si Elle vous est avez... toujours disponible, je pense. Elle est toujours disponible. Au final, c'est pas moi qui l'ai publiée, c'est François, je leur ai donné, ils l'ont publiée. Et donc, eux m'ont envoyé une lettre d'avocat. Ça, on peut vérifier sur pièce, donc c'est toujours Oui, accessible. elle est toujours là, et ça s'est appelé l'Express Gate, parce que c'était vraiment scandaleux. Et leur avocat m'envoie une lettre en disant, non, alors voilà, il y a des textes de loi. Mon avocat leur a répondu, on va la publier quand même, allez-y. Faites ce que vous voulez, ils n'ont rien fait. Parce que dire atteinte à la vie privée, alors que c'était une interview pendant leurs heures de travail, ça n'avait pas la moindre chance de fonctionner. Mais zéro. Mais ils ont tenté, c'est de l'intimidation. Donc là, il fallait être droit dans ses bottes, il fallait leur dire, vous m'avez pas compris, moi en fait, je vais pas baisser les yeux devant vos conneries, et je vais publier. Alors ça les a complètement humiliés, c'est clair. Mais là, pour Cohen, c'est la même chose. D'abord, on a 2 choses qui font qu'il n'a pas la moindre chance de gagner ce procès en admettant que ce soit instruit. J'aimerais juste voir que ce soit instruit, ça. C'est impossible. C'est impossible. L'huissier s'est déjà pointé au magazine L'Incorrect. Un huissier, On demandait les rushs. Un huissier, c'est pas la justice, d'accord ? Un huissier, c'est privé. Hein. C'est pas le parquet qui l'envoie. Hein. C'est Cohen qui paye un huissier et qui a le droit de faire ce qu'il veut. Il l'envoie, il peut lui dire j'ai des questions à vous poser. C'est une France sommation. Inter, à mon avis. Oui, France Inter, certainement. Donc, ça a aucune chance de prospérer. C'est le terme qu'on utilise, prospérer. Pourquoi ? D'une part, parce que c'était pas privé, en fait. C'est un lieu public. On est dans un café. Donc ça a 0 chance de prospérer. Ensuite, c'était entre eux... On se demande Élise Lucet, cache investigation. Voilà. C'est marrant. Alors, deuxième point, les méthode dans l'autre précédents. sens. Les précédents. Élise Lucet, qui l'a fait des tonnes de fois, qui n'a jamais été inquiété. Donc là, on a les précédents. L'avocat, Il y a rien caché. si jamais ça prospère, l'avocat de la défense, il va dire, alors je vais vous sortir un dossier gros comme ça. Et enfin, quatrièmement, ce qu'on appelle l'estoppel. Donc l'estoppel, ça vient du droit normand. Et c'est quand on change d'opinion
sur le principe pour se protéger soi. Pourquoi Cohen a fait de l'estopel? Ça pardonne pas. Hein. On n'utilise pas le mot estopel beau, quand même. en droit français. Cohen fait de l'estopel, moi je veux dire. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il a dit dans une interview... Ah s'il y a un intérêt journalistique, on a tout à fait le droit de filmer, c'est pas une atteinte à la vie privée. On a retrouvé. Terminé. On l'a, là c'est estopel. Alors l'estopel, c'est le terme qu'on utilisera plutôt en droit américain, mais en droit français, on dira regardez, vous avez une inversion de position. Vous fois, disiez, c'est pas il est cuit. Donc ça, c'est sur quel sujet et c'est là que j'en reviens au fait qu'il nous faut 3 étapes. Il y a 3 étapes très importantes. Oui, la première étape, Laurent Wauquiez. pour empêcher ça, c'est d'une part les médias. Nous, on en parle. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce sont les associations qui doivent se constituer partie civile. Et troisième étape, c'est le législateur qui pose une loi pour que ça ne se reproduise plus. Et bien, cette chaîne, on est en train de la faire. Nous, on fait notre boulot de journaliste. On le dit dans les médias alternatifs. On informe les gens, on vous dit non, d'une part, la plainte de Cohen, ça n'a aucune chance de prospérer, c'est un écran de fumée. D'autre part, le grand qui dit non, j'ai bu un café avec 2 socialistes, il ment, je le dis face caméra. Le grand, vous mentez, vous n'avez pas bu un café avec 2 socialistes, vous avez confessé devant témoins, influencé des élections et joué avec le processus démocratique avec les moyens publics. Allez, je déroge à ma neutralité. J'ose applaudir mon invité. Là, on a fait notre job et ensuite, il faut dire, la passe, c'est comme au rugby. On fait une passe normalement à des associations qui vont se constituer partie civile et on fait une passe aussi au législateur. On lui dit, il nous faut un texte de loi pour empêcher que ça se reproduise. Mais j'ai l'impression qu'on pisse dans un violon, si je puis dire. Ah non, il faut le faire. Et on est en train de le faire. Il faudrait interpeller des législateurs, ou européens, ou bien sûr, je préférais nationaux, pour leur dire, vous devez proposer un texte de loi. Ou bouter hors de France le législateur. C'est une autre forme. Bouter hors de France Patrick Cohen. J'ai envie de dire, le service public fait des passes, mais pas de ce type-là. Voilà, le service public fait des passes, mais pas de ce type-là, en effet. Et le bon mot est bien trouvé. Salut Léa Salamé. Non, mais de toute façon, le service public, au-delà de ça, la manipulation de l'information qui est faite sur ce truc-là est quand même scandaleux. Je compte plus le nombre de... Vous savez que je regarde le fact-checking, etc., de France Info. Je rappelle que ça, c'est payé par de l'argent public. C'est des fake news H24 sur le journal de 20h, même un truc qui réunit tous les Français. J'avais vu au moment des manifestations sur la réforme des retraites, journal de 20h en titre, est-ce que la réforme des retraites sera suffisante pour sauver l'État? C'était vraiment complètement biaisé. On a ça. Oui, mais Amélie, il faut créer un moment. Et si vous créez un moment, par exemple, comment ça va avec Greg Tabibian, vous formiez un couple le plus glamour de l'histoire du PAF. Comment ça va, Amélie Je pense qu'en fait, à un moment, ça ne suffit plus de dire... Pour moi, il faut, comme le disait le canard réfractaire, il faut brûler ce truc-là. Le service public est complètement mort. Et pourtant, mais en même temps, j'aimerais quand même qu'on reconnaisse aurait des règles. Je défends le service public. J'aimerais quand même qu'on le reconnaisse. En général, un certain courage à certains journalistes. Vous voyez, par exemple, Tristan Mendès France, il a fait un tweet immonde. Journaliste, on a dit. Sur Charlie Kirk. Il a fait un tweet immonde, et il l'a vraiment si bien assumé qu'il l'a retiré. Oui, sur Kirk. Toi, tu les photographies tous, après tu les Il y a certainement eu un communiqué aujourd'hui. Ah oui, si. Il y a eu un communiqué de réponse officielle. Alors ? Attends. Oui, il a dit que en fait, il justifiait pas, mais que c'était les d'extrême droite qui avaient instrumentalisé. Rapidement. Dis-nous ça. Tristan Mendès. Alors, papa, c'est quoi la désinformation? À cette question, il est possible de répondre par la théorie, mais aussi par des exemples. La campagne d'intimidation qui a visé ces derniers jours notre collaborateur Tristan Mendès France et à travers lui l'équipe de Conspiracy Watch est un cas d'école en la matière. Juste 3 fois ça. Tristan co-anime notre émission Les Déconspirateurs ainsi que le podcast Complorama sur France Info. Il s'est retrouvé en quelques heures accusé de se réjouir de l'assassinat de Charlie Kirk, un influenceur pro-Trump bien connu de notre rédaction, mais peu du grand public. L'éditorialiste bolloréen Mathieu Bock-Côté l'a en tout cas clairement suggéré à l'antenne de CNews, tandis que la députée du Rassemblement National, Laure Lavalette, n'a pas hésité à faire pression sur le PDG de Radio France, Sybille Veil. Quels sont les faits? Voilà. Et en fait, il dit juste qu'il a posté un premier tweet, qu'ensuite il en a... C'est un article de Conspiracy Watch? C'est le démenti officiel. Qu'ensuite il en a posté un deuxième immédiatement, sauf qu'ils ont oublié de mentionner qu'entre-temps il avait supprimé le premier. Bien évidemment, c'est absolument pas mentionné. Parce qu'il était dégueulasse. À aucun moment... Ça, c'est Rudy Reichstadt qui l'a écrit. Ouais. À noter qu'à aucun moment des 2 publications de Tristan, la mort de Charlie Kirk n'a encore été confirmée. Aucune information non plus n'a encore
filtré sur le profil du tueur. On en a profité blablabla. pour dire des saloperies quand même. De la violence verbale à la violence physique, il n'y a qu'un pas, exactement le cocktail qui a tué Charlie Kirk. Oh non. Et c'est comme ça qu'il conclut. Voilà, sachant que son tweet était une violence verbale, hein, c'est ce que ça disait Voilà. clairement, l'affreux complotiste. Charlie Kirk, Tristan Mendès Non, mais France. il fait toujours. Il a fait pareil quand on a montré. Quand on est montré qu'ils avaient menti sur les subventions publiques, mais ça c'est Rudi Reichstadt, on reconnaît c'est sa patte, j'aurais même pas besoin que tu me dises qui c'est pour reconnaître sa patte. C'est quelqu'un qui ne va jamais assumer. Béatrice Renan l'avait justement confronté à un mensonge qu'il avait fait sur le virus se créé en laboratoire, et ben il va continuer à nous dire non, je n'ai jamais dit que c'était complotiste, mais il y a une page en gros sur Conspiracy Watch où il y a marqué qui croit à cette thèse complotiste, que le virus soit sorti accidentellement, c'était complotiste également, ou intentionnellement. Non, mais ce qui me choque sur leur site, et à un moment j'y ai figuré, et après ils ont retiré ma page, c'est-à-dire qu'ils font des listes. Ils font des listes. Ils font des listes de gens qu'ils ciblent, en fait. Vous savez pour quelle raison? C'est pour qu'ils mettent tous les mots qui comptent pour ça, dans Wikipédia, le référencement, voilà. Mais il y a des listes, et donc chaque personnalité a sa page avec parfois des choses à tort, de la diffamation. Donc moi, après, je les avais contactés, j'ai dit, vous pouvez... Bon, ils avaient fini par retirer mon truc, mais c'est effrayant. C'est-à-dire que vous allez... Moi, je ne connaissais pas le site, vous allez dessus, il y a des listes. En fait, ils font des listes d'opposants à Macron. Notices. Bah oui, c'est que des opposants à Macron. Sous prétexte de complotisme. Exactement. Mais ce qui est le pire, c'est pas leur site internet que personne regarde, ou le fait qu'ils fassent 4000 vues. Mais ils ont de l'influence au sein de leur influence. Et moi, je ramène ça aussi à l'affaire Cohen. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est dans un système où des gens comme Rudi Reichstadt vont passer pour des experts dans les médias, qui vont donner des cours, qui vont passer en conférence. Moi, j'ai vu dans des écoles de journalistes, renommées, qui vont aux commissions d'enquête, ce qui est encore plus grave, je veux dire, ils passent pour des experts, et c'est ces personnes-là qui dictent la bonne pensée, et ça influence énormément de journalistes de tous bords qui vont dire oui, ça c'est du complotisme, etc. Donc il ne faut pas l'inviter. Et nos enfants, parce qu'ils interviennent maintenant dans les écoles. Et maintenant, ils interviennent également dans l'éducation aux médias, qui est une escroquerie aussi, qui consiste à dire attention, ça c'est ce média, le média de Léa Salamé est fiable, par contre TVL, attention, il ne faut surtout pas y aller. Alors que, en fait, vous pouvez essayer de nous débunker, des gens comme moi, on peut essayer de débunker, vous n'y arriverez pas. Rudi Reichstadt, il a jamais. Ce que Charlie Kirk a montré, c'est le manque, quand ils sont confrontés à la rapidité de l'information, ils n'ont absolument aucune méthodologie convaincante. C'est pour ça que tu as des lois comme le DSA qui vont tenter justement de contrôler l'information, parce que, en fait, le peuple s'exprime à travers ses réseaux sociaux. Mais c'est un système, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un système qui a, les fact-checkers interviennent en bout de chaîne sur les réseaux sociaux et dans les comités Théodule, etc., comme des experts, mais en fait, ça fait partie d'un plus large système, on l'a vu avec les producteurs, les relais journalistiques, il y a aussi des relais dans le système judiciaire, etc. Et donc, en fait, on a affaire à un vrai système. Je ne sais pas comment le qualifier, je ne suis pas experte pour ça, mais peut-être qu'Idriss pourra le qualifier. C'est du terrorisme intellectuel. En fait, là, dans ce qui était précisé par Greg dans le communiqué de presse, il disait de la violence verbale à la violence physique, il n'y a qu'un pas. Moi, j'ai qu'à leur dire, du terrorisme intellectuel au terrorisme tout court, il n'y a qu'un pas aussi. Et eux, ce sont des terroristes intellectuels avérés. J'ai aucun problème à le dire. Ils ont des pratiques de terroristes intellectuels. Toutes ces fausses informations qui ont été relayées sur Charlie Kirk et qui ont été relayées, et alors là, pas par Conspiracy Watch, mais par des gens qui sont de cette galaxie-là, comme aime bien dire Tristan Mendès France, qui sont encapsulés, parce qu'il adore ce genre de terme à la con. Vertigineux. Voilà. En fait, peut-être que le mec qui a buté Charlie Kirk pensait vraiment que le mec voulait lapider les Noirs, que le mec voulait tuer des homos, que le mec voulait regretter le temps de la ségrégation, etc. Donc peut-être qu'il l'a buté en croyant ça, mais qui dit ces trucs-là aux États-Unis, les copains de Rudi Reichstadt, qui le traduit en général mot à mot en France. Ils disent ça sur nous, voilà. Ils disent ça sur nous. Et oui, Tristan Mendès France, il a fait une chronique. On est néo-nazis, attention, enfin voilà. Il a fait une chronique pour dire je gagnais 120 000 € par mois, ce con. Oui, non, mais en fait, même sur Idriss, sur Béatrice. On va arriver bientôt au terme de cette émission. Idriss Aberkane, c'est vous qui allez avoir quand même le mot de la fin. D'abord, un monde avec des vrais médias indépendants. Est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que c'est une utopie? C'est inévitable. On voit aujourd'hui un format de C'est scope. optimiste, là. Oui, c'est
C'est inévitable. C'est l'esprit du temps. Je veux dire, c'est quelque chose. Les médias alternatifs d'aujourd'hui deviendront les mainstream de demain. Oui, mais rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc maintenant, c'est dans l'esprit du temps, c'est dans le zeitgeist. Rien ne peut l'empêcher. Et c'est pour ça que ces gens-là sont en panique. Oui, exactement. Le cas de Tucker Carlson, c'est un cas d'école. On peut l'enseigner maintenant. Le type est viré de Fox News. Parce qu'il est trop critique justement des mainstream. Il refuse même $20 millions, je crois, pour il refuse des fortunes. Il est viré de Fox News. À Fox News, il faisait 1 ou 2 millions de vues. Il va interviewer Vladimir Poutine. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été viré de Fox News. La NSA essaie de l'intimider puisque la NSA a piraté son compte Signal et lui a dit « On a vu dans vos messages privés violation des droits de l'homme accessoirement, hein, tout homme a le droit à la protection de sa correspondance, article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pas de problème. » Bon, il viole sa correspondance, il voit qu'il veut interviewer Poutine, ils lui disent non. Il dit, vous n'avez pas compris, en fait, je bosse plus pour Fox News, je fais ce que je veux. Il va interviewer Poutine. Il a fait 1 milliard d'impressions. 1 milliard. Et il a refait 1 million chez Fox News. Avec Trump. Il a refait ça avec Trump. Le jour de la primaire sur Fox News. Et c'est quand Elon Musk a laissé cette interview de Trump sur X, qu'immédiatement Thierry Breton est parti complètement en vrille. Il dit là, il faut interdire X, il a osé interviewer Trump sur X. Mais c'est un candidat, c'est un ancien président, qu'est-ce que vous faites? La démocratie, tout ça. Donc aujourd'hui. Il représente quoi aujourd'hui d'ailleurs Thierry Breton pour être encore autant invité? Thierry Breton. Il représente un expert de télévision qu'on voit tous les jours. Il représente Thierry Breton. Non, mais il représente un expert de télévision qu'on voit tous les jours sur tous les plateaux, sur des chaînes différentes. Et il n'y en a pas un seul journaliste qui lui pose la question de savoir, mais... PTDR, t'es qui? En fait, comment ça se passe l'affaire Rodia, où il y a eu 2 morts, deux personnes qui avaient porté plainte contre nous sont mortes. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut prendre d'assaut les plateaux, parce qu'il y a un vrai... En fait, là-dessus... Fais attention, parce que là, ça peut... Non, là, mais les gens sont... Il y a des pouvoirs en France, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir médiatique. Et on s'emmerde à se mettre 1 million dans des manifs où en face de toi, t'as 80 000 flics armés comme des Robocop, alors que l'espace médiatique est un pouvoir tout aussi puissant, si on le contrôlait, le service public qui est tout aussi important, on ne le prend pas, alors que c'est 3 vigiles à l'entrée du plateau de LCI, en fait, factuellement. Non, mais il y a 3 piliers. Et que regarde, juste pour conclure, nous avons la nouvelle chroniqueuse de M. Hanouna, qui s'appelle Marlène Schiappa. Ils sont dans des locaux pourris en banlieue. Il y a un pauvre mec qui est devant en train de manger son McDo pour faire la sécu. Tu te mets même à 50, tu rentres, tu vas sur le plateau, tu dis maintenant c'est chez moi. Donc, madame, pourquoi le fonds Marianne? Ça, personne ne lui posera la question. La plaine Saint-Denis, c'est ultra sécurisé. Non, mais c'est quand même plus simple de prendre la plaine Saint-Denis que d'aller se buter sur les portes du ministère de l'Intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'appeler le standard d'Hanouna tous les jours pour dire est-ce que vous pouvez poser la question, est-ce que vous pouvez poser la question à madame Schiappa? Hanouna, il fait ce qu'il veut. Le service public, c'est l'argent des Français. Mais c'est Hanouna, il fait ce qu'il veut, mais Schiappa, elle fait pas ce qu'elle veut. Si toi, t'es une personne privée, mais que chez toi, t'as un délinquant, j'ai le droit quand même de te dire pourquoi il y a un délinquant chez toi. Mais tu sais que si tu gardes le délinquant chez toi en attendant la police, on en considérait. Non, mais il n'y a eu aucun. Il y a 3 piliers juste rapidement. Il n'y a eu aucun. Dans un exécutif. Pas tous en même temps. Didier. Un exécutif qui a des problèmes, il repose sur 3 piliers. 1, les médias. C'est-à-dire, il veut contrôler les médias, le terrorisme des esprits, le terrorisme intellectuel. 2, la police ou les forces de l'ordre en général. C'est-à-dire les forces de l'ordre sur le plan intérieur, l'armée, l'expansionnisme, l'ambiguïté stratégique à l'échelle internationale. Hein. Et puis, et je dois le dire aussi, sans être dans le complot, la justice aussi. Hein. Quand le Conseil, par exemple, constitutionnel est en dernier recours le juge ultime pour la loi sur la réforme des retraites, etc., on a là les 3 pans, plus les intellectuels ou réputés tels, à brushing, qui viennent sur les plateaux proférer n'importe quoi. Et là, c'est très difficile pour le citoyen lambda d'influer sur les événements, quoi. Bon, le brushing, c'est pas pour ta voisine. Non. Je sais pour qui il est. Non, c'est en 2. Oui, voilà, je vois aussi. Je crois que j'ai repéré aussi. Ouais. Idriss, si vous deviez donner une priorité absolue pour sauver notre modèle de civilisation, ce serait quoi? La liberté d'expression, on est là pour ça. Donc que les idées soient échangées, qu'il n'y ait pas de honte, parce qu'aujourd'hui, on s'empêche même de sortir une idée, on a la censure dans la tête. Donc le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on se met à avoir des assassinats politiques de personnes qui essaient de désinstaller la prison qu'on a dans la tête. Bon voilà, en tout cas, nous on dédie cette émission à Charlie Kirk, que ça plaise ou non. En tout cas, merci beaucoup, cher Idriss, d'avoir accepté cette invitation. Vous savez qu'il y a un cadeau en fin d'émission toujours, et je tiens encore une fois à ce qu'on applaudisse celui dont les dessins ont été diffusés toute la soirée. C'est donc Ignace,
Ignace, d'ailleurs, si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez aller sur le site designas.com qui va s'afficher à l'écran. Rien de plus facile. Et puis alors, pendant justement quand vous recevez, voilà le cadeau donc pour Idriss Aberkane. Alors d'abord, c'est votre portrait. Donc vous voyez. Non, pardon, autant pour moi. Ça, c'est la caricature. Ouais. Voilà. Et voilà le portrait. Ah, putain, il est gosse. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, Ignace. Tiens, surtout, avant de terminer, de vous donner rendez-vous. Alors évidemment, juste pour les gens, je m'étais trompé. La dernière fois, j'avais dit qu'on devait recevoir Pierre-Jean Chalençon. Vous aurez bien reconnu à la coupe de cheveux que ça n'était pas Pierre-Jean Chalençon qui était à côté de moi, mais Idriss Aberkane. On recevra Pierre-Jean Chalençon donc dans 15 jours. Et puis je tiens à remercier toute l'équipe de TVL ce soir, évidemment, sans laquelle il n'y aurait pas de Bistro Liberté. Tout d'abord, Raphaël à la réalisation. Au son, ce soir, il y avait Édouard ainsi que Pierre. Au cadre, c'est-à-dire derrière les caméras, on a encore des caméras, il y avait Riwal, Charles et Victor. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la production, l'irremplaçable Arnaud Soyer. On vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve dans 15 jours.